Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches soirs. Ce soir, une émission consacrée aux témoignages avec, pour commencer cette émission, deux témoignages de personnes qui ont vécu des phénomènes tout à fait étranges dans leur appartement ou dans leur maison. Alors, appartement hanté, maison hantée, c'est ce que nous allons découvrir avec ces témoignages et puis l'analyse de mes invités, bien entendu. Ce sont les mêmes, comme à chaque fois que nous consacrons cette émission aux témoignages, à commencer par Renaud Évrard. Bonsoir Renaud. Allô Renaud. On va le retrouver. Renaud. Oui, allô. Voilà, bonsoir Renaud. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Bon. Alors, il se passe déjà des phénomènes bizarres. Pardon? Il se passe déjà des phénomènes bizarres. Ah oui, mais de toute façon, cette émission... Vous savez qu'il faut que je vous raconte une anecdote, ainsi qu'à ceux et celles qui nous écoutent. Non, je vais d'abord faire le tour des invités, et ensuite je vous raconterai l'anecdote. Vous allez voir, on a rigolé au début, mais après on n'a plus rigolé du tout. Ça s'est passé dans le studio, parce que ça finissait par être vraiment très énervant. Et le pire, c'est que les techniciens n'ont retrouvé aucun problème de panne après le lendemain. Ça a été assez épique. C'est le médecin psychiatre qui a fait les frais de cette panne bizarre, le docteur Bernard Auriol, que vous connaissez sans doute Renaud, je suppose. Oui, je connais bien. Voilà, qui travaille à Toulouse et qui est membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Alors Renaud, je vous accueille évidemment ce soir, comme tous les soirs où il y a des témoignages, pour nous apporter votre éclairage. Évidemment, vous faites partie du GEIMI, des jeunes du groupe étudiant. Voilà, exactement. Groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International. Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir, Louis. Comment ça va, Pierre? Très bien. Bon, le site internet se porte bien? Oui, on vient le visiter, on est téléchargé, les gens ont l'air d'apprécier ces téléchargements. Bon, presque 800 connexions sur la page, déjà. Hein. Tout à fait. Donc, ce qui est conséquent, quoi. C'est bien. Connexion, ça veut dire plusieurs téléchargements. C'est bien. Bon, parfait. Alors, on rappelle le site dont tu t'occupes et où il y a toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange à télécharger. Oui, il s'agit de psyland.org. psyland.org. Voilà, et on peut télécharger toutes les émissions depuis la première au mois d'avril 2006. Et dans leur intégralité, c'est ça qui est vraiment intéressant. Dans leur intégralité, oui. Pour l'écouter sur son iPod, sur son MP3, etc. Tranquille, ou sur l'ordinateur, tranquillement. Voilà, exactement. Bien, parfait. Nous allons donc consacrer, vous le savez, cette émission à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous nous appelez à notre standard. Morad est à votre disposition. 0826 300 300 pour vous prêter une oreille attentive. 0826 300 300. Ensuite, vous pouvez également envoyer vos messages par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Vous laissez un espace. Vous rédigez votre commentaire, votre question. Vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Et bien entendu, vous envoyez le tout au 71 200. Notre standard donc est à votre disposition. 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. Je vous avais promis une première anecdote, Renaud, puisqu'il s'est passé un petit schbinz technique. Vous dites, ah tiens, vous avez dit, c'est quelque chose d'étrange. Figurez-vous que lors de la première émission des aventuriers de l'étrange, donc sur Sud Radio, il y a 6 micros dans le studio. Vous voyez, une grande table de radio, quoi, dans un studio de radio, 6 micros installés sur des perches, et le docteur Bernard Auriol était mon premier invité, il était sur le micro numéro 6, donc il s'est installé, il a commencé à parler, et tout d'un coup, alors que nous étions à l'antenne, tout est fait au début de l'émission, Renaud, le micro tombe en rade, plus rien. Bon. Donc je lui dis, écoutez docteur, on était à l'antenne en même temps, hein, donc docteur, tout ça en direct, passez donc sur le micro suivant, qui était le micro numéro 5, blam, celui-là tombe en rade également. Alors il passe derrière moi, puisque moi c'est moi qui ai le micro numéro 1 principal, il passe derrière moi pour s'installer de l'autre côté de la table. Il commence à parler, bum, le micro tombe en rade également. Voilà, donc il y a 5 micros, voilà. Et les 4 micros sont tombés en panne les uns après les autres au fur et à mesure que le docteur Auriol passait d'un micro à l'autre. Voilà, on a fait à peu près la première demi-heure comme ça. C'était assez compliqué quand même. J'imagine. Oui, oui. Et ensuite, tu t'en rappelles, Pierre, puisque tu étais présent. Très bien, oui. C'était des psy négatifs. Ah, complètement, oui. Et à la fin de l'émission, les micros se sont remis à fonctionner. Voilà. Une analyse, un commentaire, Renaud? Non. J'espère. Oui, enfin, non, pour nous qui étions en direct, ça l'était moins. Mais bon, c'était comme ça. Alors, Pierre, Renaud, nous allons nous diriger vers le standard et accueillir un premier témoignage. Il s'agit de Sylvie qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Je vous remercie de nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange. Vous avez entendu un appel à témoins que j'ai réalisé il y a quelques semaines maintenant pour demander des témoignages de personnes qui ont vécu ou qui vivent encore dans une maison hantée, des maisons où il s'est passé pas mal de choses. Et alors, c'est à cette occasion que vous nous avez envoyé un message. Oui. Je vous ai donc rappelé, on en a papoté amplement ensemble. Alors, vous vivez quelque part dans le Lot-et-Garonne, et tout a commencé il y a quelques années lorsque vous avez acquis une maison. Oui, c'est bien ça. Hein, à quoi ressemble la maison déjà, pour qu'on ait une idée, un petit peu une image de... Alors c'est ce que l'on appelle dans la région une maison de maître, c'est-à-dire c'est une maison où il y a 2 étages, une maison toute en pierre. Une maison donc qui a 2 étages plus un très grand grenier, et en dessous de cette maison, puisque le terrain est un peu en pente, il y a donc des étables. Oui. Voilà, donc c'est une maison assez grande, quoi, on va dire costaud, quoi. Une grosse maison en pierre. Belle maison donc, d'accord. Oui. Ok. Vieille? Oui, moi d'après les recherches que j'ai fait, on arrive aux alentours des années, disons, c'est situé entre 1838 et 1845. On ne sait pas exactement la date de construction de cette maison. D'accord. Voilà. Alors, vous avez donc acheté cette maison, oui. Et vous vous y êtes installé. Est-ce que vous y vivez seul? Alors j'y vis, oui, la plupart du temps je suis seule, accompagnée de mon chien. Mais c'est une maison que j'habite seule. D'accord. Voilà. Votre chien s'appelle comment? Fripouille. Fripouille, parfait. Voilà, comme ça va être un des éléments également de cette histoire. Oui, elle en fait comme partie. Voilà, autant la situer tout de suite. Voilà. Donc vous et Fripouille, vous aménagez. Tout à fait. Donc on emménage cette maison. Il faut dire que je l'ai achetée parce que vraiment un coup de cœur. Je cherchais effectivement à acquérir une maison dans la région, mais
lorsqu'on m'a présenté cette maison, j'ai vraiment été subjuguée. Dès que l'agent immobilier m'a ouvert la porte de cette maison, il y a une magnifique entrée, tout en pierre, avec un superbe escalier en colimaçon. Et vraiment, j'ai flashé, quoi. Ouais. J'ai pas hésité, j'en ai pas cherché une autre. C'est la maison, en fin de compte, qui m'a prise. Oui, c'est vraiment le coup de foudre, quoi, vraiment. Le coup de foudre. Ouais. Le coup de foudre. Ouais. Et cette maison a une particularité au niveau de l'escalier, m'avez-vous dit? Oui, tout à fait. Donc cette maison, j'ai donc emménagé et il s'est avéré que très rapidement, donc l'entrée, la pièce où est cet escalier, je pouvais pas y pénétrer sans allumer la lumière, même en plein jour. Je sais pas, il y a quelque chose qui me faisait dire qu'il fallait que j'allume cet escalier. Enfin, c'est cette entrée. Et donc il y a aussi donc Fripouille qui jamais n'est montée à cet escalier sans que je sois à côté d'elle. Elle ne se promenait dans l'escalier qu'en ma compagnie et toujours à mes côtés, ni devant ni derrière moi, toujours à mes côtés. C'est-à-dire que vous ressentiez que votre chienne percevait, avait peur, était nerveuse quand il fallait emprunter cet escalier? Elle n'était pas en confiance, elle était inquiète dans cet escalier. Oui. Sans raison apparente. Non, parce que non, il n'y a aucune raison apparente qui faisait qu'elle aurait dû avoir une inquiétude quelconque. Oui. Et moi-même, je ressentais un peu oppressée. J'ai pas peur, mais oppressée dans cet escalier. Et donc, juste au niveau de l'escalier, parce qu'ailleurs dans la maison, ça allait? Ah, très bien, ouais. Pas de problème dans la maison, très bien. Il y a juste au niveau de l'escalier, dans l'entrée, et du reste, cette entrée, il faisait vraiment un froid de canard, si on peut dire, toujours très très froid. J'avais beau mettre un poêle à pétrole, essayer de chauffer au maximum, parce qu'il n'y a pas le chauffage central, de chauffer au maximum cette pièce, et il n'y avait rien à faire, toujours très 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 froid dans cette pièce. Vous voulez dire anormalement froide? Oui, glaciale. Par rapport aux autres pièces? Oui, tout à fait. Les autres pièces, j'arrivais à avoir une température tout à fait agréable. Et cette entrée, il n'y avait rien à faire. Même en plein été. Il faisait très froid dans cette entrée, même en plein été. Vraiment, oui. J'appelais ça mon congèle, parce que... Ah oui, à ce point-là, oui. Ouais. Et vous avez, j'imagine, exploré l'isolation, voir s'il y avait des choses comme ça, quoi. Bon, l'isolation, c'est vrai que les murs sont très bien isolés, mais par contre, le grenier ne l'est pas. Ouais. Donc, j'ai testé, je me suis dit, mais il y a un courant d'air pas possible dans cet escalier, il faut que je vois d'où ça vienne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bêtement, j'ai allumé des bougies pour voir où passait l'air. Oui, d'où venait ce courant d'air. Voilà, tout à fait, oui. Et à ma grande surprise, la flamme des bougies ne bougeait pas. Alors que moi, je sentais l'air froid dans les jambes, sur le visage, et mes bougies, la flamme ne vacillait absolument pas, toujours très très droite. J'ai dit c'est nouveau ça, qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pu me rendre qu'à l'évidence que manifestement c'est moi qui ressentais l'air froid, mais qu'en fin de compte il n'y avait pas d'air qui circulait dans cet escalier. Ouais. Et aussi ce que j'ai remarqué, qui n'a pas rien à voir avec le froid, mais c'est que bien souvent, lorsque j'allumais cet escalier, donc j'avais toujours il fallait toujours que je me manifeste avant d'allumer. Je faisais du bruit pour faire... C'est un peu bête peut-être, mais vraiment... C'était pour vous rassurer plutôt? Voilà, peut-être, ouais, pour dire attention, j'arrive, j'allume, voilà, je suis là. Et il m'est arrivé fréquemment, lorsque j'allumais, comme il y a un système de va-et-vient dans l'escalier, il y a donc au niveau des fusibles, il y a un télérupteur pour cette pièce où il y a l'escalier. Et bien souvent, ce télérupteur se mettait en dysfonctionnement. Donc j'étais obligée d'aller réarmer au niveau des fusibles le télérupteur de cet escalier. Il disjonctait, vous voulez dire? Oui, ça disjonctait. Enfin, c'est un espèce de petit disjoncteur en fin de compte, et ça disjonctait assez fréquemment. D'accord. Donc je me suis surprise à pester. Dire maintenant ça suffit, s'il y a quelqu'un ici, il y en a marre, ça suffit les bêtises, Vous parliez toute seule dans votre escalier, vous savez que c'est inquiétant ça, ma chère Sylvie. Oui, je sais, c'est inquiétant, c'est pour ça que j'hésitais un peu à le dire ça,
là, mais bon. Oui. Mais non, je pense être quand même suffisamment équilibrée. Je suis pas complètement folle, mais bon, je pestais quand même après l'électricité, après ce qui se passait. Oui, ce qui se comprend tout à fait, oui. Voilà, et puis voilà, des choses inexplicables dans cet escalier. En fin de compte, quand je montais cet escalier, arrivé à un certain niveau, dans un virage de cet escalier, j'avais toujours l'impression que quelqu'un était à côté de moi. Arrivé à un certain nombre de marches dans l'escalier, bingo, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi qui finissait de monter l'escalier avec moi. Ouais. Et la même chose quand je descendais. J'avais toujours cette sensation d'une présence à côté de moi et arrivé au même niveau dans l'escalier, cette sensation disparaissait et je finissais de descendre l'escalier seule, va-t-on dire. Ouais. Et votre chienne était toujours inquiète à ce moment-là? Toujours. Elle est toujours avec moi dans l'escalier. Il m'est arrivé de monter dans la chambre et d'appeler la chienne pour qu'elle monte aussi, pour voir justement comment elle allait se comporter. Elle n'est jamais montée seule. J'étais obligée à chaque fois de descendre pour aller la rechercher et là, elle montait avec moi. D'accord. Seule, elle n'a jamais voulu emprunter cet escalier. Ouais. Bon, donc voilà le décor un peu planté, Voilà. cette présence inquiétante donc sur quelques marches de l'escalier, Oui. autant au moment où vous montiez que lorsque vous descendiez. Tout à fait. Votre chienne qui réagissait de manière anormale uniquement dans l'escalier, Oui. parce que dans le reste de la maison après, Pas de problème. elle gambadait sans aucun problème. Tout à fait, elle a tout investi sans aucun problème. Voilà, très bien. Ensuite, ce courant d'air glacial que vous sentiez sur le visage et sur les jambes uniquement dans l'entrée, dans l'escalier, vous le sentiez aussi ce courant d'air? Oui. Escalier, entrée, oui. Oui. C'était bien là. Ouais. Et cette expérience, je trouve que c'est très ingénieux de votre part de mettre d'allumer des bougies à cet endroit-là pour voir où va le courant d'air et d'où il vient, quoi. Voilà. Mais Bon. malheureusement, sans succès. Voilà, les flammes ne vacillaient pas alors que vous sentiez ce courant d'air. Tout à fait. Bien. Tout à fait. Alors, quel a été vous avez pris les choses en main parce que visiblement vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Non. Qu'avez-vous décidé donc? C'est-à-dire que avant de prendre une décision, il y a eu aussi pas mal d'autres manifestations. En l'occurrence, je me trouvais donc au rez-de-chaussée et on entend très bien ce qui se passe à l'étage parce que c'est un plancher, enfin des poutres avec juste un plancher. Ouais. Et à un moment, j'ai entendu un bruit vraiment violent, net, sec, bling, vraiment quelque chose qui tombait, mais assez conséquent comme bruit. Ouais. Que se passe-t-il? Parce que j'avais pas de meubles là-haut, j'avais rien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je suis montée pour voir ce qui s'était passé. Hein. Oui, l'origine du bruit, oui. Oui, donc sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un volet que j'ai mal accroché, il y a eu un coup de vent, ça a claqué. Bon, j'ai rien vu au premier coup d'œil, et puis en regardant quand même de plus près, j'ai eu vite fait le tour, parce que je vous dis, j'avais pas grand-chose à l'étage. Je me suis aperçue qu'en définitive, c'est le marbre de la cheminée qui s'était fendu en deux, net. Voilà, vraiment cassé. Le marbre de quelle cheminée? De cheminée de ma chambre. D'accord, donc à l'étage. En haut de l'escalier. En haut de l'escalier. Et qui s'est fendu comme ça de manière brutale, net, quoi. Oui, sans explication, il n'y a rien qui est tombé. La seule chose donc que j'avais sur ce marbre de cheminée, c'est une pierre à sel, donc en forme de bougeoir. Mm-hmm. Et là, je me suis aperçue par la même occasion que cette pierre à sel avait fondu. C'est-à-dire que sur le marbre de la cheminée, il y avait une grosse flaque d'eau et ma pierre à sel, donc en règle générale, c'est une pierre assez granuleuse, et bien elle était lisse. Et il y avait de l'eau, une belle flaque d'eau tout autour. Ah oui, ça sert à quoi une pierre à sel? Je m'excuse de vous poser cette question. Il paraîtrait que c'est quelque chose qui sert à enlever les mauvaises ondes, à purifier un peu. D'accord, hein? D'accord, ok. Mais enfin, moi, je l'avais acquise surtout parce que je trouvais ça sympa. Oui, à titre décoratif, quoi. Oui. Ouais, on met la bougie dedans et puis ça fait sympa comme une oui, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, d'autres phénomènes se sont produits Tout à fait. Donc, plusieurs. Surtout, la nuit, il m'est arrivé que ma chienne, donc, qui dormait dans la chambre, se mettait souvent à grogner. Et
moi, je me réveillais, mais je dis, bon, calme-toi, c'est un renard qui passe, c'est un animal quelconque dehors qui fait... Mais en fin de compte, bon, dans la maison, on n'entend rien du tout des bruits extérieurs. Mais enfin, bon, la chienne se mettait à grogner, je la rassurais, et puis, bon, bah voilà, c'est tout. Ouais. Et aussi, bon, alors là, ce qui m'a fait vraiment réagir, je me suis dit, là, je peux pas laisser les choses comme ça, il faut que j'essaye quand même de faire quelque chose. C'est qu'une nuit, bon, je suis souvent en déplacement. Oui. Et donc, j'étais partie en déplacement. J'avais donc laissé ma chienne en garde. Et je suis rentrée le soir. Je me suis couchée normalement et tout. Et au milieu de la nuit, je n'étais pas vraiment endormie. J'étais pas vraiment réveillée, on va dire dans un semi-sommeil ou semi-réveil, comme on veut. Là, j'ai senti quelqu'un se coller à moi dans mon dos. Et à demi réveillée, je peux vous dire que ça m'a complètement réveillée. J'étais tout à fait consciente des choses qui se passaient et vraiment j'ai senti une personne collée derrière moi. J'ai dit mon Dieu, j'ai mal fermé la porte, quelqu'un est rentré derrière moi. Enfin vraiment, j'ai imaginé toutes les hypothèses. Oui, j'imagine, oui. J'ai eu une très forte montée d'adrénaline là, je peux dire. Et je me suis dit il faut que je réagisse, je vais faire quelque chose. Et donc j'ai calculé mon coup, j'ai allumé donc ma lampe de chevet et je me suis retournée et en me retournant j'ai donc ma main qui est arrivée sur l'oreiller qui était à côté de moi et là bien sûr il y avait personne, mais par contre j'ai eu la sensation de mettre ma main sur le visage d'une personne extrêmement ridée. Un visage de personne âgée et simultanément j'ai senti sur mes pieds quelque chose qui passait. Ça a été très fugace, j'imagine, ça comme sensation. Oui, ça a été vraiment une fraction de seconde. Hein. Oui. Vraiment. Alors là, je me suis levée. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit j'ai pas rêvé, j'étais bien réveillée. J'ai dit là il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Donc je vous dis pas que j'étais en sueur et tout, je me suis changée, je me suis recouchée et à mon grand étonnement, le lendemain matin, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, une fois que je m'étais recouchée, je m'étais endormie tout de suite, quoi. Ça m'a pas... Ça vous a pas angoissé plus que ça finalement? Non. Alors que ça aurait dû. Ah ben oui, oui, je pense que ça aurait dû. Bon, disons que ça m'a été fortement désagréable, mais j'ai pas franchement eu une grosse peur. Ouais. Voilà. Je me suis recouchée. En me recouchant, je me suis dit, je vais pas pouvoir me rendormir. Puis en fin de compte, je me suis rendormie tout de suite. Oui. Voilà. Et donc, le lendemain, j'en ai parlé à mon magnétiseur guérisseur, qui est Moustache. Je lui en ai parlé, mais pour l'en informer, si vous voulez, pas vraiment pour chercher un secours, une solution, quoi que ce soit. Oui. C'est pas ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé ça. Et il me dit, oh là là, mais il faut pas rester comme ça et tout. Il me fait, si tu le permets, je vais venir chez toi voir un peu ce que je ressens, ce qui se passe. Ah, je dis, avec plaisir, viens. Donc il est venu et là, pareil. Enfin, je lui ai pas tout raconté vraiment ce qui s'était passé dans l'escalier, ainsi de suite. Je lui ai raconté dans les grandes lignes, on va dire, mais sans beaucoup de détails. Et pareil, quand il est arrivé dans l'escalier, il me fait, oh là là, il me fait, mais... il fait, on n'est pas bien ici. Il fait, je suis pas bien, moi, ça va pas. Bon. Et donc, on en a discuté un peu et il me dit, écoute, je vais essayer de te trouver une solution. Il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, il m'a mis en relation avec de ses amis aussi magnétiseurs et qui sont aussi, purificateurs, voilà. Oui. Et donc, on a pris rendez-vous. Et ils sont venus à la maison, mais moi j'avais dit donc à mon ami Moustache, là je lui ai dit non, on parle pas trop de ce qui s'est passé, moi je veux pas les aiguiller, je veux vraiment voir s'ils sentent quelque chose ou quoi. Oui, tout seul quoi, sans voilà. Pour vous c'était une sorte de garantie de leur efficacité ou pas quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc je leur ai donné très peu d'éléments. J'ai dit il se passe des choses dans la maison. J'aimerais bien voir si vous trouvez quelque chose ou quoi, parce que il y a certains petits événements qui me mettent mal à l'aise. Oui. Donc ils sont venus à deux et il y a une de ces deux personnes arrivée sur le parking en descendant de sa voiture. Il dit oh là là, il fait là il y a quelque chose dans cette maison. Il a ressenti quelque chose même à l'extérieur.
Bon. Et donc ils sont arrivés dans l'entrée. Bon, là on peut aller partout. Je fais la maison est à vous. Je fais vous allez où vous voulez, vous cherchez. Je fais il y a quelque chose dans cette maison, moi qui me met un peu mal à l'aise. Je trouver. Et donc tous les deux vont arriver dans l'escalier. Bon, ils avaient chacun. Il y en a un qui avait une baguette en bois là, comme les sourciers. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais. Et un autre qui avait deux baguettes laiton, je crois. C'était en laiton, enfin c'était en métal doré. Je pense que c'est du laiton. Oui. Et donc tous les deux, eh bien, ils ont eu leurs baguettes qui ont fortement réagi à l'approche de l'escalier. C'est-à-dire les baguettes se sont relevées. Bon. Donc moi je n'ai pas donné d'éléments, je les ai laissés. Ils ont fouillé entre guillemets la maison, ils ont cherché, et tous les deux sont arrivés à la même conclusion, à savoir qu'effectivement ils m'ont dit il y a quelque chose dans cet escalier. Ah. Donc ils me disent c'est au niveau de cette marche-là, il y a quelque chose qui se passe. Alors je fais effectivement, je ressens quelque chose à ce niveau dans l'escalier. Ouais. Donc ils étaient arrivés à la même conclusion que moi. Donc on monte à l'étage ensemble, et puis il y a une des personnes qui me fait il me fait cet air froid là, on le sent tout le temps. Je fais oui, tout le temps. Et je leur dis mais ça doit être probablement parce que le grenier n'est pas isolé, il doit y avoir un appel d'air quelque part. Et il me fait ça m'étonne, et il sort son briquet, il allume le briquet, et ça a été comme mes bougies quoi. Oui, l'expérience a bougé. Oui. Ah, il me fait non, là il y a vraiment quelque chose dans cet escalier. Il fait bon on va essayer de faire partir cet esprit, enfin cette âme, je sais plus comment ils l'ont nommé, enfin bref. Ouais. Et donc ils ont tous les deux monté, descendu l'escalier, puis bon, je sais pas ce qu'ils ont marmonné, je sais pas. Bon, toujours est-il ils sont passés plusieurs fois dans cet escalier, et arrivé à un moment, ils m'ont dit bon ça y est, il est parti. Et ah oui, j'ai oublié une petite chose aussi qui a quand même son importance. Oui. C'est que sous l'escalier, il y a on va dire la chambre à Harry Potter, pour ceux qui connaissent. Un cagibi, quoi, une sorte de cagibi, oui. Cagibi, donc sous cet escalier. Et ils avaient donc fouillé, ils étaient allés sous ces escaliers. Ils m'avaient dit c'est là que ça se situe. Le point fort, c'est sous l'escalier. D'accord. Et donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans l'escalier, et arrivé à un moment, ils m'ont dit ça y est, c'est parti. Donc ils m'ont invité à monter et descendre l'escalier, voir si j'avais toujours cette sensation dans l'escalier. Effectivement, rien ne s'est passé. Et votre chienne ? Voilà, j'y arrive. Et ma chienne, justement, je suis montée, j'ai appelé la chienne, et la chienne est montée. Alors là, ça m'a surprise quand même. Ah oui, c'était la première fois qu'elle le faisait en fait. Tout à fait. La première fois qu'elle le faisait, j'étais en haut de l'escalier, je l'ai appelée, elle est montée. Comme si de rien n'était. Alors là, j'ai dit, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Oui. Et si ça n'est pas indiscret, combien vous ont-ils demandé pour faire cette purification, ce nettoyage ? Alors, je voudrais pas trop dire de bêtises, mais il me semble que c'était aux alentours de 50 ou 60 euros. Je sais plus exactement le... Oui, c'est très raisonnable. Enfin, quelque chose de tout à fait raisonnable. De toute façon, j'avais dit, si c'est des sommes astronomiques, c'est même pas la peine, je reste avec mon squatter. Non, mais je veux pas... Oui. Non, parce que si les personnes qui ont ce don, on va dire, s'amusent à en faire le commerce, je pense que c'est... Oui. Ça, c'est... Oui, ça là c'était vraiment à peine de quoi payer les frais de déplacement aller-retour, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc ils ont passé quand même bien 2 heures et demie dans toute la maison. Ils ont fouillé, je m'entends. Oui, ils ont cherché partout. Non, je pense que c'était... Oui, c'est de l'ordre du raisonnable. Oui, ça va. Très bien. Sylvie, vous restez avec nous. On se fait une petite pause et ensuite on vous retrouve pour la suite de ce témoignage, parce que vous ne vous êtes pas arrêté là, évidemment. Vous avez voulu comprendre l'histoire de cette maison, et vous avez, dans l'histoire de cette maison, découvert des choses tout à fait intéressantes qui vont pouvoir apporter un éclairage à ce que vous avez vécu. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio.
Avec vos témoignages au 0826 300 300 si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier dans une maison, dans un appartement, dans un lieu précis, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sylvie, nous sommes suspendus, Renaud Évrard et Pierre Massias, ainsi que moi et ceux et celles qui nous écoutent évidemment, à la suite de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de votre expérience. Alors là, la première partie de votre récit, ça a été tout ce que vous avez vécu, Oui. et en quelque sorte la résolution de cette affaire. Tout à fait. Parce que là, à partir de maintenant, je veux dire à partir du moment où ces personnes sont passées, la maison entre guillemets est redevenue tout à fait normale. Tout à fait. J'ai même regagné la chaleur dans l'entrée et l'escalier. Voilà, c'est redevenu une pièce qui se chauffe normalement. Voilà, tout à fait. Une pièce à vivre tranquillement. Oui. Et ça a été dès le lendemain de leur passage. Hein. La chaleur est revenue dans cet escalier. Ah oui, ça a été vraiment net alors, hein? Ah oui, ça a été vraiment spontané, illico presto, dès leur passage. Le lendemain, j'ai constaté déjà 3 degrés de mieux dans l'escalier. Ah oui, effectivement. Ah oui, au niveau température, c'est agréable quand même. Oui, quand même. Oui. Et la chienne, votre chienne, Fripouille, donc, montait et descendait l'escalier toute seule, sans plus aucune réticence. Je l'ai retrouvée couchée sur le tapis dans l'entrée et tout, alors qu'avant, elle n'y allait jamais. Et donc, non, il n'y avait aucun problème pour elle. Ça lui faisait une pièce de plus pour elle. D'accord. Bon. Alors, maintenant, évidemment, vous avez voulu en savoir un petit peu plus. Je suis un peu curieuse, oui. Oui, ce qui n'est pas un défaut, bien au contraire, ce qui est une qualité plutôt, je pense. Et vous avez décidé de mener votre propre enquête sur l'histoire de cette maison. Tout à fait. Donc, j'ai repris contact avec les personnes qui m'avaient vendu cette maison, leur demandant s'ils connaissaient un peu l'histoire de cette maison. Et donc, la personne qui a vendu cette maison m'a dit, écoutez, moi, je connais quelques brides de l'histoire de cette maison, mais pas vraiment les détails. Par contre, ma maman, elle, doit en connaître beaucoup plus puisqu'elle est née dans cette maison. Donc, ses souvenirs remontaient à beaucoup plus loin et plus les histoires qui lui avaient été racontées sur cette maison. Donc, je me suis mis en relation avec cette dame. Et j'ai commencé à la questionner. Bon, je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai vécu certaines choses dans cette maison et puis je voudrais savoir s'il n'y a pas eu de mort violente, s'il n'y a pas eu des choses qui se soient passées dans cette maison. Oui. Et donc, elle m'a raconté l'histoire de cette maison, à savoir que cette maison a été construite donc en dot pour une jeune femme qui était fille d'un riche propriétaire terrien de la région. Donc ça a été sa dot et donc mariée cette fille, elle a eu 2 enfants et elle est décédée très jeune avec ses enfants encore on va dire en bas âge. Donc le mari a pris à la maison une employée, une bonne pour s'occuper de la maison et s'occuper aussi des enfants. Oui. Et puis, est arrivé ce qui devait arriver peut-être. Le monsieur et la bonne, donc, ont eu des relations plus que professionnelles, m'attendez. Oui, une relation, quoi. Une relation amoureuse. Voilà. Sa femme étant morte, c'est... Voilà. D'accord. Okay. Voilà, donc il y a eu relation amoureuse et le monsieur voulait à tout prix garder la bonne à son service à la maison et que ça ne jase pas trop dans l'entourage et donc le fils avait grandi durant toutes ces années et il semblerait qu'il était un peu simple d'esprit, ce fils, mais enfin pas méchant, hein. Oui, mais un simplet, quoi. Oui, voilà, ouais. Un gentil. D'accord. Et donc, le maître de maison a donc marié la bonne à son fils. Oui, pour pouvoir la garder auprès de lui, en fait. Voilà, pour que tout le monde soit à la maison et qu'ils puissent continuer leur petite aventure. Et il s'avère que le bruit a couru donc dans la région que pour vivre leur vie amoureuse, ils enfermaient donc le fils sous l'escalier.
Voilà, de façon à être tranquille. Le fils était donc enfermé sous l'escalier pendant les ébats amoureux de maître et de la bonne. Dans ce petit cagibi. Voilà, sous ce fameux escalier. Ouais. Et voilà, et il semblerait que ce jeune garçon, ce jeune homme s'appelait Jean. Et j'en ai eu un peu la confirmation dans la mesure où, avec mon magnétiseur, Moustache, eh bien, nous avons fait une séance de spiritisme et nous avons eu plusieurs je sais pas comment appeler, plusieurs âmes, plusieurs esprits qui sont donc venus nous voir. On les a questionnés sur cette maison. Donc ils nous ont effectivement confirmé la date approximative à 5 ans près de la construction de cette maison. Oui. Et aussi ils nous ont donné le prénom de Jean. Voilà, Jean qui serait donc cette âme qui était dans cette maison et qui venait me visiter. Voilà, et disons que par deux sources d'informations différentes, il y a eu corrélation entre toutes ces informations. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois bien que Jean habitait cette maison et qu'aujourd'hui, il en a été libéré. Et voilà. Et la maison a retrouvé sa quiétude, je dirais. Ah, tout à fait, j'y suis heureuse, moi j'y suis bien. Les personnes qui viennent m'y visiter me disent « Ah, elle est super ta maison, elle est chaleureuse. » Voilà, tout se passe bien aujourd'hui dans cette maison et j'y suis heureuse. Bon. Et vous-même, comment vous sentez-vous heureuse d'avoir résolu ce problème, d'être allée jusqu'au bout de cette histoire? Alors, c'est vrai que j'ai une certaine satisfaction, disons, entre guillemets, à être libérée de cette oppression que j'avais dans cet escalier. Oui. Mais d'un autre côté, je culpabilise un peu en me disant, mais en fin de compte, il était chez lui, je l'ai mis à la porte. Et voilà, quoi. Vous le regrettez presque? Oui, d'un certain côté, oui, je le regrette presque. Oui, parce que je me dis, il était là avant moi. En fin de compte, c'est moi qui suis venue chez lui. C'est vrai, mais bon. Je l'ai mis dehors, quoi. Mais bon, je me suis dit, à la limite, il serait resté sans venir se manifester. Il y serait encore, quoi. Parce qu'il semble-t-il que les personnes qui ont habité cette maison avant moi, n'ont jamais rien ressenti. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il est venu me voir moi? Effectivement, peut-être parce que vous êtes une femme seule. Enfin, je dis ça, mais j'y ai pensé. Oui. Je me suis dit, peut-être parce que je suis seule dans cette maison et que, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Renaud Évrard, Pierre Massias, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Mon cher Renaud, d'abord, votre premier sentiment sur cette histoire. Sylvie nous l'a merveilleusement raconté. Oui, c'est vrai que... Bonsoir Sylvie. On a un récit là très très complet du déroulement, du développement d'un phénomène de hantise, en partant de petites choses qu'une seule personne va observer et qui ensuite, par des renforcements, vont devenir un fait social total avec plein d'intervenants, plein de choses assez différentes. Ça va être assez difficile à tout détailler et à tout expliquer aujourd'hui. Oui, mais votre premier sentiment, est-ce que, par exemple, on peut s'arrêter sur cette histoire de courant d'air glacial que Sylvie ressentait et ce test des bougies, je le trouve tout à fait judicieux, Renaud, qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Alors, ce sont des phénomènes, ces courants d'air et tout ça qu'on associe facilement justement au concept de la maison hantée. Mais j'essaierai de prendre une approche déjà un peu détournée, même si je renie pas ces phénomènes, ce serait de se demander en quoi cette maison représente l'espace psychique de la personne. Ça me fait penser en fait à un travail d'un psychanalyste qui parlait de l'inconscient de la maison, s'appelle Alberto Heger. Et justement, chaque pièce, chaque endroit, et là donc l'entrée par exemple, ou ce cagibi, ou ces choses comme ça, sont des espaces qui rappellent des choses en nous, qui ont une fonction pour nous à investir, ou des fois justement le fait de le ressentir quelque chose comme une entrée froide, et puis à la fin une entrée chaude finalement qui permet justement l'accueil des autres personnes, ça a une fonction psychique déjà. Et il faut voir comment se construit le phénomène de hantise par rapport à cet arrière-plan inconscient.
C'est-à-dire, d'après vous, donc, Sylvie aurait eu quelque chose à régler avec elle-même plus que avec un élément extérieur. Alors, ça va être difficile de l'entendre comme ça, mais moi, de ce que j'ai entendu, même si on n'avait pas vraiment les dates, elle rentre dans une grande maison toute seule. Et il y a quelque chose à investir, même s'il y a un coup de cœur. Sylvie me semble quelqu'un d'assez rationnel, assez entre les deux, en fait, à chaque fois à chercher la rationalité de la chose, à laisser de côté les explications un peu trop ésotéristes, et en même temps à jouer sur ces choses-là. Et donc, il y a d'un côté, certes, la maison à investir psychiquement, et là, ce qui va se passer grâce au phénomène de hantise, grâce à l'appel qui va développer, il va avoir une sorte de cérémonie rituelle d'exorcisme qui va rendre la maison. Il faut comprendre ça par rapport à d'autres modèles que vous voyez, par exemple dans les sociétés traditionnelles où les lieux sont vraiment avec des rituels, des choses religieuses, on sacralise en même temps, on rend habitable des lieux. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, on rend habitable cette maison en lui donnant une forme sociale, une histoire, et puis une nature justement merveilleuse, curieuse, qui permet à tous de s'y raccrocher en fait. Ouais. Et en ce qui concerne Renaud, l'attitude de Fripouille, la chienne de Sylvie. Alors, selon moi, mais on a déjà dit, les comportements des animaux, dans ces cas-là, justement, quand il n'y a que 1 mètre en plus qui est avec, ces comportements-là viennent renforcer généralement les croyances et les sentiments, même pas forcément exprimés, même pas verbalisés, de leur maître. Et donc là, je pense que le chien a un rôle essentiel, c'est que quand Sylvie se retrouve seule face à ces phénomènes, le chien, par ses réactions, rend objectif des phénomènes qui, sinon, seraient interprétés comme purement subjectifs et peut-être même refoulés, laissés de côté. Alors là, le chien agit comme premier renforcement, mais il va en avoir d'autres. Il va avoir donc le côté de moustache, le magnétiseur, avec ses amis. Il va avoir d'autres choses comme l'histoire de la maison, qui parfois vient renforcer la chose. Et le côté aussi, plusieurs personnes vont sentir les mêmes choses aux mêmes endroits. Et ça, c'est quelque chose qui fait tout de suite croire qu'on est dans un cas de hantise et qu'on observe vraiment un phénomène objectif, car l'objectivité, c'est quand plusieurs personnes arrivent à voir la même chose, à sentir la même chose, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que des expériences en parapsychologie ont montré justement qu'on pouvait même mesurer cette capacité qu'ont des personnes à sentir les mêmes impressions aux mêmes endroits dans des lieux comme une grotte, une maison, un vieux manoir, des choses comme ça, où en fait il y a des effets qui sont à la fois liés au décor, à une mise en scène qu'on perçoit pas forcément toujours consciemment, et des effets comme ça qui justement ne seraient pas forcément du fait d'une objectivité d'un phénomène paranormal. En ce qui concerne le fait que ces 2 personnes soient venues, mon cher Renaud, et que Sylvie ne leur aurait rien dit. Ils ont passé un peu au crible, si je puis me permettre cette expression, la maison, et sont tombés d'accord sur l'escalier, l'entrée, enfin la même chose que ce que Sylvie a ressenti. C'est pas un élément intéressant ? C'est un élément très intéressant. Il y a très peu finalement d'études, moi j'en connais 2-3, de Gertrude Schmeidler qui ont été faites dans les années 60, sur justement, par exemple, voilà, il y a une famille qui dit que sa maison est hantée, alors on prend un plan d'architecte de la maison qu'on découpe en petits carreaux, et la famille va noter dans quel carreau le phénomène se produit le plus souvent. Oui. Vous voyez, à cet endroit-là, ici, là, j'ai vu ça. Toute la famille note ça, et puis ensuite on fait venir 20 personnes, des médiums qui n'ont aucune information. On fait sortir la famille et les médiums passent chacun leur tour dans la maison et puis essayent aussi de ratifier par rapport au même carreau. Voilà. Ouais. Et là, on voit s'il y a des coïncidences. Et des fois, justement, il y a ces coïncidences de place qui sont très étonnantes, qui demandent une explication. C'est vrai. Alors, justement, ce que je disais, c'est que on n'a pas encore assez pousser les études, donc il y a Richard Wiseman aux États-Unis, enfin en Angleterre qui essaye de faire ça, de voir quelle est l'importance du décor, de l'aspect simplement décoratif des lieux et qui peut induire des sensations. Un escalier en colimaçon comme ça, peut-être un peu grisâtre et des choses comme ça peut induire des sensations qui seraient normales, qui seraient sorte des
des hallucinations induites par les lieux, tout à fait possible. Donc moi je dirais que pour l'instant la question est indécidable. Oui. Et en ce qui concerne un élément qui me semble objectif, c'est la température qu'il y avait dans l'entrée et dans l'escalier avant, et les 3 degrés que Sylvie a récupérés quasiment de manière instantanée une fois que les personnes ont fait entre guillemets leur travail. Alors oui, ça ce serait un élément objectif si on avait vraiment une mesure faite par quelqu'un d'extérieur. Enfin, je remets pas en cause le témoignage de Sylvie, mais la température en elle-même n'est pas un indice que ce qui se passe est dû à l'esprit qui hante la maison. Ce que je veux dire, c'est que comme je disais, ça peut être l'entrée froide dans le psychisme de Sylvie qui se répercute dans la réalité parce que on serait dans un phénomène de poltergeist d'une certaine façon, c'est-à-dire que Bernard Auriol dans votre studio, il avait son angoisse, son anxiété, sa nervosité de passer. Et la nôtre aussi, nous aussi on en avait. Voilà, tout à fait, c'était votre première émission, ça allait marcher ou pas. D'ailleurs, vous nous en parlez seulement maintenant, alors que ça fait un petit moment. Et il s'est passé quelque chose avec les appareils qui étaient autour de lui, avec les lieux. Il y a eu une sorte de projection à l'extérieur de vécu intérieur, qui n'était pas verbalisé forcément, quoi. Oui. Et donc là, on pourrait être dans la même chose, même si ça reste permanent. On a un avant avec lequel la maison est considérée comme froide, comme pas encore accueillante, autant pour Sylvie que pour les personnes extérieures. Et on a un après où il y a une sorte de socialisation de la maison qui rend possible sa chaleur, ça devient des pièces à vivre, les lieux sont chaleureux, des choses comme ça. Il y a une sorte d'acquisition psychique de la maison. Qu'en pensez-vous ? Qui permet de rationaliser son coup de cœur, justement. Oui. Qu'en pensez-vous, Sylvie, de cette analyse que nous livre Renaud ? En fait, phénomène paranormal, il y aurait eu, mais l'origine ne serait pas forcément celle que vous croyez. Mais je ne sais pas trop quoi en penser, parce que je l'ai vécu. Je ne pense pas m'être créé une situation désagréable pour le plaisir, va-t-on dire, entre guillemets. Oui, non, mais tout ça, c'est votre inconscient, hein. C'est un travail de l'inconscient, bien entendu. Je comprends bien. À présent, pourquoi pas, je sais pas, mais je vois pas ce qui aurait pu créer tout ça, quoi. Vous restez avec nous, Sylvie. On va passer la parole à Pierre Massias juste après la pause. Et ensuite, nous recevrons le témoignage très très intéressant de Michel, qui a vécu également des choses dans son appartement, lui un appartement hanté, des choses tout à fait étonnantes. Un cas d'ailleurs, je n'ai pas la connaissance livresque du monde du paranormal de Pierre Massias ou de Renaud Évrard, mais à ma connaissance, c'est la première fois que j'en entends parler de ce type de cas. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Notre standard, vous le savez, est à votre disposition au 0826 300 300, 0826 300 300. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, venez nous rejoindre pour nous apporter votre témoignage. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Sylvie, qui nous appelle du Lot-et-Garonne et qui nous a confié une expérience que moi je trouve très très étonnante, intéressante. Et puis surtout, je salue encore, je vous l'ai déjà dit, Sylvie, votre opiniâtreté à avoir voulu aller jusqu'au bout de cette histoire pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis vous avez réussi, puisque maintenant tout va bien dans la maison que vous avez achetée il y a quelques années. Pierre Massias, que pensez-vous du récit que nous a gentiment livré Sylvie ? Bonsoir Sylvie. Bonsoir. C'est difficile d'intervenir après Renaud, qui a analysé ça de manière très très complète. Peut-être pas dans le sens de la hantise, mais en transformant entre guillemets la notion de hantise en notion de poltergeist. En tout cas, c'est un témoignage très complet. Vers la fin, je me disais, est-ce qu'il y a un réalisateur à l'écoute ? Ça pourrait faire l'objet d'un bon film. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est très joli, oui. La démarche est tout à fait complète. On arrive dans une maison coup de cœur. Des phénomènes bizarres se produisent. On cherche à investiguer. On trouve la raison, on résout le problème. On connaît la vie du village. Je suis persuadé que vous avez dû entendre aussi des histoires propres à ce village.
Enfin, là, Sylvie, franchement, on est des pros de l'investigation dans ce domaine-là. Vous avez fait un boulot de pro. Oui. Ah oui, non là, vraiment, ce côté-là, bravo. Si on manque de monde, on vous appelle. Sans problème. Et en plus, ça donne une conclusion très sympathique. Donc, ça changerait pour. Oui, c'est cohérent. Oui, tout à fait. Oui. Alors, par contre, j'aimerais revenir sur la notion des problèmes d'électricité que vous avez eus. Vous avez ciblé un disrupteur. Oui, je dois avouer que depuis, j'ai pas eu de soucis d'électricité, alors que précédemment, j'avais des problèmes justement au niveau de cette entrée. Avec le système de va-et-vient, il y avait le télérupteur qui se mettait en dysfonctionnement. J'étais obligée de réarmer. Et après le passage des purificateurs, là, j'ai plus eu de soucis avec l'électricité dans cette entrée. Ouais. Oui, en fait, ça m'avait fait penser, dans certains cas, comme disait Renaud, Richard Wiseman a fait des investigations sur l'ambiance de lieux susceptibles d'induire des sensations de malaise. Des problèmes électriques, ce qui pourrait générer des fréquences très basses, pourrait aussi amener des sensations de malaise. En fait, ça pourrait être Enfin, j'avais pensé à ça au début de votre témoignage. Ça peut rentrer aussi dans la notion de poltergeist, tout à fait. Je pouvais dire quelque chose. Pierre Massias essayait de parler d'un réalisateur qui serait le bienvenu pour mettre en lumière ce témoignage. Oui. Mais en fait, selon moi, ça a déjà été écrit et c'est déjà très célèbre comme témoignage. J'ai étudié ça dans mon mémoire sur la personne hantée. C'est le Horla, le texte du Horla de Maupassant. Si vous relisez ce texte, c'est énorme. De A à Z, on retrouve énormément d'éléments, de vécus, de personnes comme ça qui progressivement rentrent dans une hantise qui devient généralisée, quoi. Vous le connaissiez ce texte, Sylvie ? Je connais le titre, mais je l'ai jamais lu. Ah ben voilà, donc ça pourrait être l'objet d'une prochaine lecture, ça. Tout à fait. Ah oui, certainement. Ouais. Donc Pierre, comme Renaud, tu penches aussi pour plutôt le phénomène de poltergeist. Disons que la situation est ambiguë. C'est toujours elle est toujours ambiguë dans ce genre de situation entre la notion de survivance, de hantise, et la notion de phénomène humain. Oui. Une hantise, la rencontre avec un esprit sera souvent interprétable en termes de facultés humaines. Oui. Donc on est complètement ici dans cette appréciation de la situation, un petit peu en fonction de ses croyances ou de sa démarche personnelle. Ouais. Disons que si on se ramène à des notions de facultés humaines, la présence, l'existence indépendante de l'esprit n'est pas démontrée, et il est extrêmement difficile de le démontrer. Ouais. Même la séance spirit que vous avez faite ensuite avec le guérisseur, dans la mesure où elle était dans un deuxième temps, tout le monde connaissait l'histoire, donc ça a pu induire, pouvaient venir parce que vous les connaissiez déjà. Ouais. Sylvie, est-ce qu'il vous est arrivé avant l'acquisition de cette maison ou après évidemment de vivre des phénomènes qui vous semblent être de l'ordre du paranormal? Avant, non, absolument pas. Et après? Après, oui, dans cette maison, j'ai eu encore un petit truc, mais bon, qui est arrivé une fois, donc j'ai pas porté vraiment intérêt. Mais non, sinon non. Non, jamais de prémonition, de voyance, de télépathie, de choses comme ça, jamais. Prémonition souvent sur la route. Ah, de quel genre? En voiture. C'est-à-dire? Je suis souvent en voiture et encore dernièrement, j'étais un peu dans le brouillard et tout, et je me suis dit, oh là là, à cet endroit-là, il doit y avoir du gibier et il faut que je ralentisse parce que c'est vrai que je roulais vite, mais à culpa. Et c'est pas bien. Hein? Non, je sais. Et donc j'ai vraiment levé le pied et il s'est avéré qu'il y a un chevreuil qui est passé devant moi et je me suis dit, oulala, s'il y en a un, il y en a forcément deux, et là j'ai freiné, effectivement j'ai évité de justesse de percuter un autre chevreuil. Alors que vous avez freiné avant de voir le deuxième chevreuil? Tout à fait, oui, j'ai freiné, même avant de voir le premier. Oui. Bon voilà, des petits trucs comme ça sur la route, ça m'arrive. Ça c'est peut-être plus dû à l'expérience que vous avez parce que vous roulez beaucoup. C'est vrai que je
Oui. En fait, le problème qui se pose pour nous, selon moi, il date déjà de plus d'un siècle, encore une fois. C'est le problème des descriptions qu'ont fait des spirites ou des spiritualistes et des parapsychologues métapsychistes à l'époque de la hantise. Ils ont tout de suite différencié des hantises de lieux et des hantises de personnes, qu'ils appelaient petites hantises pour les hantises de personnes et grandes hantises pour les hantises de lieux. Et ils se sont basés sur des descriptions avec des critères qui ne sont pas opérationnels. C'est-à-dire que, par exemple, il y aurait plus d'apparitions dans un côté que l'autre, ou des choses comme ça, mais finalement, il n'y a rien de très concret qui permettrait de distinguer qu'est-ce qu'une hantise de lieu et qu'est-ce qu'une hantise de personne, surtout qu'il existe dans la littérature de nombreux cas qui sont mixtes, qui prennent les deux aspects. Et le point important, c'est pourquoi il y a toujours cette distinction qui, justement, fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce qui se passe. C'est aussi parce que, d'un point de vue psychologique, il faut pour la personne hantée que ce soit pas sa responsabilité propre qui soit inclus dans la production de phénomènes, parce que c'est impossible. Les phénomènes paranormaux, si on dit qu'on a vécu ça ou qu'on vit ça fréquemment, on est considéré comme fou. Et donc il y a un certain détachement, une dissociation qui est nécessaire pour que la personne puisse élaborer quelque chose à partir de là, sans que ce soit elle-même complètement qui soit prise dans ce double discours ventriloquie, voilà. Enfin. Pierre Massias. Oui, peut-être que Sylvie a certaines prédispositions, je dirais pas de prémonition, de voyance, mais de ressenti intuitif. Et en rentrant dans cette maison, en étant en contact avec cette maison, elle a pu ressentir peut-être une atmosphère un petit peu bizarre, et de part, comme disait Renaud, pour prendre possession du lieu, pas fabriqué puisque l'histoire est réelle, mais trouver l'élément qui va lui permettre de prendre pleinement possession de ce lieu et de le faire sien, quoi. Voilà, vraiment. tout à fait. Ouais. Sylvie, en tout cas, merci pour ce très joli témoignage. Merci à vous. Et puis, je vous réitère mon invitation. Si on a besoin d'une enquêtrice pour nous donner un coup de main, je garde votre numéro de téléphone sous le coude. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, Sylvie. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. 0826 300 300. Michel vient de nous rejoindre. Michel, bonsoir. Bonsoir Louis. Bonsoir Renaud, bonsoir Pierre. Alors, mon cher Michel, vous allez dans quelques minutes, on va faire une pause, nous raconter ce que vous avez vécu. Vous l'avez vécu en couple, hein? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, Bon, en fait, je l'ai vécu en couple, dans un appartement où j'étais locataire. voilà. Dans un immeuble des années 50. Voilà. Et Mais en fait, jusqu'à dernièrement, depuis que j'écoute vos émissions, donc j'ai souhaité témoigner parce que à aucun moment, moi, j'ai considéré que j'étais dans un appartement hanté, mais j'ai vécu effectivement des phénomènes étranges, quoi. Voilà, tout à fait. Et vous allez nous relater ça dans quelques instants. Vous restez avec nous, 0826 300 300. Michel va nous raconter ce qu'il a vécu dans cet appartement, des choses tout à fait étonnantes, dont une, je vous l'avoue, c'est la première fois de ma carrière que j'en entends parler, donc ça va être intéressant d'entendre l'analyse de mes deux spécialistes, que ce soit Pierre Massias d'un côté ou Renaud Évrard de l'autre. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Pierre Massias et de Renaud Évrard. Pierre Massias qui est le webmaster du site internet psiland.org, psiland.org, un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité d'abord et une immense bibliographie concernant les phénomènes paranormaux, l'étude scientifique de phénomènes paranormaux, et vous allez pouvoir également retrouver toutes les émissions dans leur intégralité des aventuriers de l'étrange. Vous pourrez les télécharger, bien entendu. Donc psiland.org, vous pouvez télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril. Et Renaud Évrard, donc du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, Renaud qui nous fait l'amitié de nous accompagner pour toutes ces soirées consacrées au témoignage. Et bien entendu Michel qui nous rejoint. Alors mon cher Michel, ça s'est passé d'abord en quelle année? Voilà, donc j'étais locataire d'un appartement, donc c'était en 94 jusqu'en 98 en fait, hein, parce que les événements majeurs sont déroulés la dernière année avant que je quitte l'appartement. Oui.
Donc, situation un petit peu de l'appartement. En fait, c'était dans un immeuble de 4 étages. On habitait donc au 4e étage d'un immeuble des années 50. Donc c'est un appartement tout en béton avec du carrelage en fait sur les sols. Oui. Au-dessus de notre appartement, donc il y avait le toit. Donc il y avait pas de locataire, etc. Et donc dans cet appartement, très vite, donc c'était un F4. Très vite dans cet appartement, je ressentais des sortes de contacts. Donc il m'arrivait souvent de prendre des frissons en sentant des contacts sur les bras. Donc mais bon, vous savez, on a toujours le temps de relativiser en disant bon, ça peut être, je sais pas, des sensations un peu particulières. Et des contacts, c'est-à-dire je sais pas, comme j'ai l'impression d'être touché. Voilà. D'accord. Mais voilà, mais ça a été relativement souvent. Mais ce phénomène de contact se passait aussi pas très souvent, c'était la nuit, lorsque je dormais, où je me réveillais, où j'avais l'impression que j'avais quelqu'un qui essayait de me faire un contact, mais entièrement là, à ce moment-là. Et donc je me réveillais avec un phénomène d'essayer de repousser. Donc j'avais toujours cette impression, mais ça m'a jamais inquiété parce que je me suis dit bon, tu rêves ou des choses comme ça. Et ce phénomène-là, en fait, ne m'a jamais réellement perturbé. Oui, vous viviez avec, voilà. Oui, voilà, ça me réveillait. J'étais transi avec des frissons, le poil hérissé, mais sans plus, quoi. J'ai jamais, élaboré des imaginations sur le fait de choses comme ça, etc. Donc, alors, vous ne viviez pas seul, dans cet appartement? Avec mon épouse, mais mon épouse n'a jamais eu ce genre de contact, en termes physiques. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a la tendance à relativiser. Oui. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé aussi avec elle dans ce sens-là, d'être touché, d'avoir des sensations de toucher, autre chose comme ça. Et un autre phénomène qui était aussi courant, des fois avec mon épouse, quand on était à table, on entendait des bruits de quelqu'un qui marchait au plafond, donc dans les combles. Et c'est souvent que mon épouse en riant disait tiens, on a des fantômes dans l'immeuble. Oui. Mais vraiment sans, comment dire, c'était très furtif. Ça revenait à des occasions régulières, mais bon, c'était pas tous les jours, c'était pas, etc. Mais c'était des petits phénomènes qui, bon, comment dire, on n'y prête pas réellement attention dans le sens où on n'en fait pas une fixation, quoi. C'est, comment dire, on l'intègre. Je crois qu'après, on est tellement rationnel que finalement, après, ça nous, comment dire, vivre avec ce genre de phénomène, ça perturbe pas, quoi. D'accord. Alors, Michel, une chose importante quand même concernant ces bruits que vous avez entendus au plafond. On en a parlé d'ailleurs lorsque je vous ai contacté. La charpente, c'est de la fermette. Je veux dire, c'est pas comme un vieux grenier où on peut passer. Voilà, quoi. Voilà, effectivement, c'est même plus que de la fermette parce que c'est, comment dire, au-dessus du plafond, c'était un ourlis donc avec des moellons. Et en fait, dessus, effectivement, c'était de la charpente de ce genre de bâtiment parce que c'était un immeuble, donc c'était 2 fois 4 étages avec donc il y a 8 appartements, donc c'était quand même structuré d'une façon relativement importante. Oui, d'accord. Par contre, dans les combles, il n'y avait pas moyen de tenir debout parce que quand il venait faire le ramonage des cheminées de la chaudière, il passait donc par les combles et c'était pour eux très difficile d'y accéder, quoi. D'accord. Ok, voilà, pour que ce soit bien clair, quoi. Voilà, mais bon, ça c'était, comment dire, c'était mais vous savez, quand vous habitez en ville, parce que j'habitais donc en ville, bon, mais il y a le bruit environnement et de l'environnement, etc. Mais c'était quand même distinct de pas, C'était des pas qu'on entendait. Là, ça, je suis clair. Mais, comment dire, c'était, on n'avait pas vraiment de sensation de dire, oh là là, il y a des fantômes, des choses comme ça dans cet appartement, quoi. Oui. Mais c'était vraiment des sons de pas que vous entendiez. Ah oui, effectivement, comme quelqu'un qui trottinait, quoi. Donc c'était furtif, mais c'était l'impression que ça donnait. Bon, après on relativise, on l'a entendu plusieurs fois, mais bon, ça n'a jamais perturbé ni mon épouse, ni moi, quoi. D'accord. Par contre, la dernière année, il y a 2 phénomènes qui sont produits coup sur coup, qui là m'ont réellement perturbé. Pas le premier, mais surtout le second. Donc le phénomène, je vais appeler ça les 2 phénomènes majeurs. Donc un matin, donc je me lève, je vais dans
dans la penderie, donc c'était une pièce qui était adjacente à notre chambre à coucher. Mm-hmm. Donc c'est une pièce noire où il n'y a pas de fenêtre, hein, donc et qui est entièrement carrelée avec des pleins de carrelage, etc. Avec des plaintes carrelées également, hein. Voilà, exactement. Oui. Les dimensions de la pièce à peu près. Oh, ça faisait à peine 4 mètres carrés, hein. C'était vraiment 2 sur 2. Hein. Voilà, à peu près. D'accord, ouais. Donc je rentre dans cette pièce pour m'habiller, pour prendre mes chemises, etc. Et qu'est-ce que je constate? Donc j'allume la lumière, je vois 2 plaintes décollées du mur qui étaient en plein milieu de la pièce, qui étaient posées parallèlement et face de l'émail voilà, qui étaient face en l'air. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait 2 carreaux de la plainte. Voilà, alors c'était les 2 carreaux qui étaient à 2 murs différents, quoi. Ah, donc, d'accord. Donc voilà, c'était les deux carreaux opposés, donc des murs opposés, qui se retrouvaient donc au milieu de cette petite pièce, posés symétriquement, donc bien posés, quoi, voilà, etc. Avec la face décorée vers vous, quoi. Exactement. Alors ma première réaction, c'est que j'appelle mon épouse, je lui dis mais qu'est-ce qui t'a pris de... C'est la nouvelle déco, c'est quoi? De la pièce, comme ça. C'est la nouvelle déco, voilà, c'est comme voilà, ça. Donc elle me dit mais écoute, qu'est-ce que tu me racontes? Elle vient voir, donc elle regarde ça. Bon. Sur le coup, c'était le matin, donc on devait partir travailler. On n'a pas prêté plus attention à ce phénomène que ça, quoi. Donc moi j'ai pris les carreaux. Le soir, je les ai recollés et voilà, quoi. Ça s'est passé comme ça. Oui. Donc 2 carreaux, ce sont, enfin, de chaque côté, de part et d'autre de la plainte. Voilà. Se sont décollés dans la nuit et vous les avez retrouvés posés pile poil au milieu. Posés au milieu de la pièce. Voilà, bien proprement, avec en plus la couleur vers vous, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que si, enfin, le carrelage, je connais pour en avoir posé un petit peu, mais je veux dire, si le carreau s'était décollé, s'ils étaient tombés, ils seraient restés de toute façon près du mur et ils seraient pas venus au centre de la pièce. Voilà, d'une part. Pas posés parallèlement comme ils étaient, quoi. Voilà, et puis en plus. C'est pour ça que ma première réaction, c'était de dire, mais pourquoi tu as mis mon épouse les carreaux comme ça, ouais. D'accord. Les carreaux comme ça, quoi. Ouais. Alors, donc, ça, c'est le premier phénomène important. Et le deuxième phénomène qui s'est produit très rapidement, donc dans les jours qui suivent. Donc, mon épouse étant institutrice, moi je termine mon boulot, je vais la chercher à l'école. On monte à la maison pour déjeuner ensemble. Mm-hmm. Donc, on arrive à la maison. Donc, le temps de venir de l'école à l'appartement, il y avait à peu près une vingtaine de minutes, hein. Oui. Donc on va à l'appartement, on commence à manger, etc. Et tout d'un coup, en train de manger, mon épouse me dit mais tu sens pas le poulet? Bon, écoutez, je lui dis ben écoute oui effectivement. Et d'un coup on s'aperçoit dans notre couloir, donc on avait une pièce centrale qui était le couloir en fait qui donnait accès à toutes les chambres, le salon, etc. Oui. Je vois de la fumée. Donc première réaction, donc on accourt donc dans le couloir et je vois de la fumée, mais une forte fumée qui sortait du sac de mon épouse. Donc la première réaction de défense, c'était de vider le sac pour pas que ça crame, quoi. Oui, pour pas que ça crame, effectivement. Et en vidant le sac, qu'est-ce que je m'aperçois, c'est qu'il y avait le sac était troué. Il s'était consumé en fait. Hein. Donc, mais la chose étrange, c'est qu'il n'y avait pas de bord incandescent. C'est-à-dire que le cuir s'est consumé il y avait un trou à peu près de 4 cm de diamètre. Donc avec une forte fumée. Donc faut savoir que c'est un sol carrelé, donc c'est pas un chauffage au plancher. Hein. Donc son sac a brûlé. Donc moi ça m'a relativement perturbé. Par contre toutes ses affaires, etc. à l'intérieur du sac n'ont pas brûlé. Et première réaction, mon épouse ne fume pas, moi non plus, c'était de chercher un mégot de cigarette dans les affaires qui étaient étendues par terre pour voir s'il n'y avait pas eu un mégot qui avait été mis dans son sac. Oui, la source de ce qui avait créé Voilà, mais a posteriori, quand j'y pense, je me dis, on a passé 20 minutes dans la voiture sans aucun problème, et s'il y aurait eu un mégot de cigarette... Ah, vous l'auriez senti, oui. On l'aurait senti assez rapidement. C'est clair. Donc, suite à cet événement qui m'a, là, réellement alarmé, j'ai contacté le diocèse, je suis allé voir un prêtre pour essayer d'en discuter, et ce prêtre-là donc m'a rassuré donc sur les événements un peu paranormaux, etc. M'a posé des questions sur si j'avais eu d'autres phénomènes dans l'appartement. Donc je lui avais parlé le phénomène de ses contacts et le phénomène des bruits. Aussi le phénomène de la semaine passée avec les carreaux qui avaient été détachés. Et bon, dans ce sens, il m'a demandé s'il n'y avait pas eu des choses, des verres qui se déplaçaient, des choses comme ça. Mais je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai jamais constaté ce genre d'événement. Et en fait, ces événements-là, ensuite, comme on a précipité ensuite le départ de l'appartement parce qu'il y a eu un décès dans ma famille. Ouais.
Donc du coup, c'est parti un peu aux oubliettes. Et donc, depuis à peu près 6 mois que j'écoute votre émission, je me suis dit, un jour, j'appellerai Sud Radio pour parler de ces phénomènes étranges que j'ai vécu avec mon épouse dans un appartement en ville. Ouais. Et alors, dites-moi, revenons sur ce sac-là que vous avez trouvé consumé avec ce trou au fond, donc. Hein, c'est un sac en cuir. Oui. Un sac en cuir, voilà. Oui. Voilà, sac à main en cuir. Le fond a commencé à se consumer, ça a fait un trou de 4 cm de diamètre, ce qui est beau quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Surtout, et en plus, je pensais pas que le cuir brûlait se consumait aussi. Non, moi non plus. C'est parce que faut y aller, quoi. Il était posé sur le carrelage. Sur le sol, quoi. Hein. C'était un sac cabas, un sac de femme, quoi. Avec oui. Mais pas en cuir très épais malgré tout. Donc le cuir devait faire à peine 2-3 mm d'épaisseur. Hein. Oui, ça, d'accord. Il n'y avait pas de carton au fond, comme dans certains sacs où vous avez des cartons. Oui, exact. Avec le cuir, là c'était que du cuir, entièrement du cuir. Alors, aucun des objets dans ce sac n'a brûlé. Non, rien du tout. N'a brûlé, rien du tout. Et il n'y avait, c'est ça qui est assez étonnant, il n'y avait pas d'incandescence, c'est-à-dire c'était pas rouge, quoi, comme quand ça brûle, quoi. Nullement, non. Et fait surprenant, c'est que quand je l'ai touché, c'était froid. Le sac, quand je l'ai touché au niveau de où il y avait le trou, j'ai voulu toucher s'il était encore chaud, non, il était froid. Donc ça a été relativement un événement qui m'a perturbé. Alors qu'il y avait de la fumée qui sortait. Ah oui, alors la fumée, oui, c'était une fumée très très grise noire et qui a vite pris au niveau du couloir. Oui. Alors que bon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous avez mis la main, vous auriez dû au moins sentir un minimum de chaleur, il me semble. Oui, et au moins avoir quelque chose d'incandescent. Et là, il y avait. Ah, complètement, oui. Le sac avait brûlé, il était en l'état, quoi. Et le fait de l'avoir vidé, il n'y avait plus de fumée qui sortait du sac. Donc ça a été vraiment. Ça s'est arrêté. Oui. Juste une petite question pour je dirais, compléter votre témoignage. Le décès qui a eu lieu dans votre famille s'est produit combien de temps après? Oh, il s'est produit 4 mois après. D'accord, ok. Si ça n'est pas indiscret, quelqu'un de proche de vous, c'était le père de mon épouse. Ah oui, effectivement, donc quelqu'un d'effectivement très très proche. Un AVC à 57 ans. Un AVC, c'est un accident cardiovasculaire. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est quelque chose qui est difficilement prévisible, il me semble. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Oui. Bon, très bien. Vous restez avec nous, Michel. Une pause et on se retrouve dans quelques instants avec, je suppose, les questions de Renaud Évrard ou de Pierre Massias. Et évidemment, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, comme Sylvie, comme Michel qui vient de nous rejoindre. Venez profiter de la présence et de l'expérience de mes deux spécialistes pour peut-être vous apporter un éclairage. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et le témoignage de Michel qui nous appelle sur Sud Radio. Vous ne vivez pas dans le Grand Sud, je crois, Michel, d'ailleurs, hein? Pas du tout. Je travaille dans les PO vers Font-Romeu. Je fais les trajets parce que je suis toujours sur la région lyonnaise. Donc je fais les trajets les week-ends. Là, je suis sur la route, donc je suis sur une aire de repos. Ah, très bien. Parfait. Alors, et ça, ce qui s'est passé, votre appartement se situait où? Enfin, une ville, quoi, à peu près, grosso modo. Oui, c'était à Saint-Étienne. Ah, d'accord, à Saint-Étienne, très bien. Voilà. Renaud Évrard, quel est votre sentiment après avoir, je le sais, attentivement écouté l'histoire de Michel? Ah bah, c'est vrai que au final, on obtient des gros phénomènes plutôt étonnants. Mais moi, ce qui me questionne toujours, c'est une question qui me perturbe toujours, c'est pourquoi il y a toujours les mêmes phénomènes de base. Pourquoi on commence par une sensation de présence jusqu'à la manifestation de cette présence de plus en plus prononcée? Pourquoi c'est toujours des pas dans le grenier, des frissons, des contacts? Ça m'interroge. Alors après, nous avons donc deux gros phénomènes qui étaient celui de la penderie avec les plaintes en l'air. Ça, c'est quand même quelque chose j'ai un peu du mal à me représenter, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de psychokinèse. Et des fois, on a vu des choses comme ça. Par exemple, chez Matthew Manning, c'était un sujet psy qui a vécu beaucoup de poltergeist durant toute son enfance et adolescence. Ouais. Et il avait des phénomènes, lui, très particuliers. Donc, je vais en prendre juste certains. Ouais. C'est que, par exemple, il y avait des déplacements d'objets, mais assez spéciaux.
Par exemple, il sortait du salon, le salon était normal, hein, et dans la cuisine, et il revenait genre 2 minutes plus tard dans le salon, et là il y avait la chaise qui était sur la table en équilibre avec une autre chaise, un vase, une autre chaise, des choses comme ça, des choses qui tenaient à peine, incroyable en équilibre, on aurait dit un numéro de cirque. Ah bon? Il suffisait de les toucher pour que l'équilibre se rompt et que tout tombe par terre en fait. Donc vous voyez des sortes de montages qui sont totalement surréalistes et qui font un peu penser, font croire souvent qu'il y a une sorte d'intelligence qui est derrière tout ça, qui fait du funambule, quoi. Ouais. Ça met tout en place. Ces phénomènes ont été constatés par des scientifiques, Renaud? Ces phénomènes, non, ils ont été constatés par plusieurs personnes, c'est-à-dire Matthew Manning et sa famille. Oui. Voilà. Bon, voilà, c'était leur témoignage. Après, quand on attribue ça au laboratoire, on observe d'autres choses. C'est toujours un petit problème. Mais ces phénomènes de choses, de montage impossible, de déplacement d'objets impossibles, c'est vrai qu'on les retrouve souvent dans les phénomènes de maison hantée et on a encore vraiment du mal à expliquer, mais ce serait vraiment de dire qu'il y a de l'aléatoire possible en fait, une sorte d'aléatoire, des choses, des montages qui soient à la fois objectifs matériels et à la fois totalement imaginaires, créatifs, des déplacements d'objets, des apparitions, des disparitions qui sont même parfois qu'on dit friponnes, comiques. Par exemple, ne plus trouver ses lunettes et puis les retrouver accrochées au lustre dans la chambre en fait. Ah oui, ça. Et puis on a l'impression qu'il y a un certain humour d'ailleurs, esprit vapeur, on dit aussi esprit taquin, esprit tapageur et tout ça. On a cette idée derrière. Après, on a le deuxième gros phénomène. Alors attendez, juste Renaud, avant que vous ne continuiez votre analyse, Michel, il ne vous est rien arrivé d'autre dans votre vie de tous les jours durant cette période, comme les lunettes accrochées au lustre? Depuis 98, j'habite en plus une maison qui a plus d'un siècle. Ouais. Et j'ai jamais eu aucun événement dans cette maison. Voilà, d'accord. En fait, depuis 98, cet événement-là, non, et même auparavant, je n'ai jamais eu de ce genre d'événement, quoi. À titre, vraiment... oui. À titre personnel, est-ce que cette année 98 a été particulière pour vous? Bah oui, c'était la Coupe du Monde. C'est vrai, nous sommes d'accord. Mais là, je parle, à moins que vous soyez un amateur de foot éclairé, passionné, vous avez vécu à Saint-Étienne, en plus pas très loin du Chaudron, mais je veux dire, à titre personnel, est-ce que ça a été spécial? Non, il n'y a rien eu de particulier, à part, ça s'est passé donc à peu près au mois de février-mars, ces événements-là, et mon beau-père est décédé en juillet, donc 98, donc c'était... Oui, voilà, 98, voilà, ça a été effectivement quelque chose de lourd dans la famille, avec ce deuil, quoi. J'imagine. Renaud Évrard. Oui, alors je vais continuer un petit peu mon analyse. Bien sûr. C'était surtout ce phénomène qui vous a beaucoup surpris de la combustion incompréhensible de ce sac, avec plein d'éléments qui montrent que c'était pas un incendie comme les autres, surtout quand finalement ça devenait froid à la fin, le cuivre. Ça, c'est vrai que c'est des cas qu'on a déjà vus et qui sont souvent aperçus par les pompiers en fait, qui cherchent justement ces causes de combustion spontanée. Et les pompiers n'en parlent pas beaucoup. Je connais pas d'ouvrage de pompiers qui recenserait tous les témoignages nombreux qu'il y a de ce genre. C'est peut-être un peu pour ça qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler. Mais ces combustions rentrent dans les phénomènes possibles par psychokinèse. Il faut s'imaginer des choses qu'on s'imagine pas d'habitude. Voilà. Et après, moi, ce qui m'interrogerait, et là je vais poser une question à Michel, ce serait pourquoi à ce moment-là se tourner vers le diocèse plutôt que porter l'alarme vers les pompiers et leur demander s'il n'y a pas des produits chimiques qui auraient pu engranger ça, des choses comme ça. Et pourquoi cette démarche vers l'église? Et peut-être, moi j'ai peut-être une idée que ce serait se tourner vers le religieux, vers le spirituel, vers peut-être quelque chose qui permette de développer votre deuil, mais bon. Je vais vous expliquer, donc je suis croyant, donc chrétien, et ce phénomène de feu m'a perturbé dans le sens où j'ai tout de suite fait un rapprochement inconsciemment avec le diable, donc j'ai effectivement rapproché ça avec le film L'Exorciste et machin, etc., donc qui ont entraîné en moi une peur, une crainte, où effectivement je me suis adressé vers l'église par ce biais-là, oui. D'accord, très bien. Mais ça a été une réaction, face à un événement tellement surprenant et irréel, quelque part. Ça a été aussi la contre-réaction de se dire, j'ai besoin d'avoir, un spécialiste, quoi. Spécialiste.
Et donc le prêtre que j'ai rencontré a été très très c'était en fait le prêtre référent dans la Loire sur c'est Monsieur Chaussenois, le père Chaussenois, non? Je ne sais plus son nom à l'époque, donc sur les phénomènes un peu anormaux, mais il a été très très rassurant dans le sens où il m'a dit écoutez, si ça continue, je viendrai chez vous, etc. Donc il n'est pas intervenu en fait indirectement, et voilà quoi. Oui. Mais enfin, ce qui est bien, ce qu'il faut bien préciser, je profite de cette occasion de votre témoignage, Michel, c'est que si vous devez vous tourner vers quelqu'un, hormis les aventuriers de l'étrange, où nous sommes là pour vous apporter un éclairage avec les spécialistes qui m'accompagnent régulièrement dans cette émission, vous avez eu le bon réflexe d'aller chez ce que j'appellerais quelqu'un d'officiel, c'est-à-dire dans chaque diocèse, il y a un prêtre exorciste qui est rompu à ce genre de discipline, qui les 3/4 du temps dans le domaine de la psychanalyse ou de la psychologie sont très fins. Ils connaissent leur métier et ils savent discuter avec les gens avec un esprit tout à fait ouvert. Et qui plus est, c'est gratuit. Donc surtout, ne vous tournez pas vers les quelconques médiums, gourous, etc. Sauf dans le cas de Sylvie qui nous a raconté ce qu'elle a vécu, qui s'est tournée vers son ami magnétiseur parce qu'elle le connaissait depuis 10-15 ans. Donc là, bon, elle avait une totale confiance en lui. Mais c'est vraiment le bon réflexe à avoir si on pense qu'on a affaire à quelque chose de l'ordre du spirituel, de l'exorcisme ou quelque chose comme ça. C'est l'Église catholique romaine. S'il y a une chose au moins qu'elle a mis en place et qui fonctionne, c'est ça, c'est un spécialiste par diocèse dans ce domaine. Et là, Michel, vous avez eu le très bon réflexe. Au moins, vous n'êtes pas tombé sur un charlatan. Une question quand même. Votre épouse fait quoi comme métier? Elle est institutrice. D'accord. Très bien. C'était juste pour savoir, pour pouvoir cadrer un petit peu le parce que ça c'est Renaud quand même. C'est la première fois que vous entendez parler de combustion spontanée concernant un objet, un sac. Non, pas vraiment en fait. Là, j'ai sous mes yeux un livre de Émile Tizanet, qui est un gendarme français qui, des années 30 aux années 60, a enquêté sur énormément de rapports de gendarmerie sur, justement, les gendarmes étaient appelés pour des incendies, pour des choses très bizarres, des jets de pierre, des choses comme ça. Et lui, il a pu constater, par exemple, de nombreux incendies qui étaient soi-disant criminels, soi-disant accidentels, mais qui finalement étaient impossibles ou gérés comme ça, de façon sur des objets particuliers, genre le corps brûle mais pas les baskets, ou des choses complètement incompréhensibles en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des explications à la fois chimiques, il y a énormément d'explications physiologiques qu'il faut encore étudier avant de conclure que ce soit toujours des phénomènes paranormaux. Oui. Pierre Macias, quelle est ton analyse? Oui, à propos des combustions spontanées, il y a une subtilité. Là, on parle de combustion spontanée de corps, c'est-à-dire des individus, voilà, d'êtres humains, qu'on retrouve complètement carbonisés ou pratiquement complètement carbonisés, sans raison apparente, évidemment. Il faut faire donc cette distinction entre combustion spontanée et incendie spontané qu'on va retrouver dans des cas éventuellement de poltergeist. Et là, effectivement, des incendies spontanés, on en retrouve dans la littérature. Ouais. Maintenant, je vais me retourner vers bonsoir Michel. Bonsoir. Vous nous avez dit que ces événements étaient sur une période de 94-98. Oui, alors les deux événements majeurs sont déroulés la dernière année, en 98, avant qu'on quitte l'appartement. Donc de 94 à 98 avant les événements majeurs, et j'avais donc ces phénomènes de contact et ces phénomènes de bruit au plafond. Voilà, donc voilà sur quoi ça se cantonnait. D'accord, en continu, c'est-à-dire plusieurs fois sur l'ensemble. Alors voilà, effectivement. Pas tous les jours, mais des phénomènes réguliers. Dans le sens, après on s'y habitue, ça veut dire on vit dans cet environnement et en fait après on le rationalise et ça devient un peu une cohabitation, mais sans jamais faire référence à quoi que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit, des choses comme ça. En plus ces événements, je ne les ai jamais racontés aux amis, et c'est chose étrange, maintenant vous voyez avec le recul, on n'en a jamais parlé. Ouais. Mon épouse à qui que ce soit, ça c'est aussi intéressant de le remarquer, dans le sens où on a toujours peur de passer un peu pour des illuminés, et qu'inconsciemment finalement on se fait des blocages où on se protège d'essayer de raconter ce genre d'événement, quoi. J'ai un petit peu de mal quand même à rapprocher l'épisode du carrelage.
à l'épisode du sac troué. Oui, moi non plus. Il serait rien passé. J'imagine que le carrelage c'était en 94. Non, c'était en 98. En 98 aussi. Ça s'est déroulé en fait dans la même semaine, quoi, à 4-5 jours d'intervalle. D'accord. Bon, alors là, il forçait de le réintroduire dans un ensemble d'événements. J'ai du mal à l'interpréter. Tout à l'heure, je pensais à votre épouse qui est institutrice. Elle transporte pas par hasard ou elle avait pas fait des manips juste avant avec des produits chimiques. Ah, pas du tout, non. Pas du tout, non, mais en plus, l'événement, c'est que comme je suis allé la chercher donc à son école, dans la voiture, on aurait forcément senti la combustion. Parce que avec le recul, je ne vois pas comment... et surtout que spontanément, dans notre couloir de la maison, une épaisse fumée quoi est sortie spontanément du sac, quoi. Bon, il y a une chose aussi qui vous étonnait, c'était de ne pas avoir de combustion, de flamme. Oui, c'était simplement une combustion. Mais même pas d'incandescence, quoi, comme comment dire. Vous voyez, quand quelque chose se consume, il y a toujours des bords incandescents, et là il y avait rien, quoi. Quand j'ai retourné le sac, tout était éteint, quoi. Il était froid en plus, même au contact, au toucher. Alors qu'il aurait dû être tiède au moins, quoi. Et oui, ça c'est aussi quelque chose qui était très perturbant. Parce que tout de suite, quand j'ai vidé le sac, c'était aussi ensuite a posteriori de regarder s'il n'y avait pas de mégots, de choses comme ça dans le sac. Et en auscultant tous les papiers qu'elle avait, il n'y a rien sur les papiers n'était abîmé par... vous savez, quand il y a de la fumée, une flamme, des choses comme ça, le papier a tendance à noircir, des choses comme ça, et là, rien du tout, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, ça laisse des traces, quoi. Une incandescence, quelle qu'elle soit, marque au moins les objets qu'il y a autour. Tout à fait, oui. Dans ce cas-là, il aurait été intéressant de prendre en contact avec les pompiers pour voir comment un feu comme ça peut apparaître. Ouais. Mais bon, c'est pas évident parce que quand vous êtes confronté à ce phénomène, c'est très très surprenant et bon. Oui. C'est après... Est-ce que je peux faire mon Hercule Poirot, là, juste 30 secondes Le grand détective bien connu. Est-ce qu'il est envisageable que votre épouse, sans faire exprès bien entendu, ait posé son sac quelque part, avant de venir, sur une substance qui ait créé cette réaction chimique qui crame le cuir? Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas réellement. Ça peut être, voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça, mais en même temps, ces deux carreaux qui se décollent dans une pièce de 2 sur 2 qui se décollent de la plainte et qui, au lieu de tomber face contre le sol comme font deux carreaux normalement constitués quand ils se décollent, se retrouvent au milieu de la pièce, bien alignés symétriquement, bien parallèles avec la couleur, c'est-à-dire à l'inverse de la position qu'ils auraient dû avoir, bien visible. C'est bien rangé au milieu de la pièce. Difficile d'imaginer une raison mécanique. Ah oui, quand même. Ou alors il y a une chance sur je ne sais pas combien de milliards pour que les carreaux, sous la pression, je sais pas moi, de la maison qui bouge, sortent de leur plainte et soient comme ça précipités vers le milieu de la pièce. Pourquoi pas, mais qui se retrouvent la couleur vers le haut, quoi. Et puis bien alignés. C'est difficile. On peut essayer de refaire ça en laboratoire, à mon avis, on va avoir du mal. Il va falloir qu'on fasse ça. Peut-être qu'effectivement, on se retrouve ici devant un cas, je dirais, de terrain, un cas sauvage de prémonition, de psychokinèse, qui finalement a donné naissance à l'investigation dans ces de ces domaines-là. Ouais. C'est bien à partir d'observations typiques, d'observations dans la vie courante, que ce soit une horloge qui s'arrête. Qui tombe pour annoncer le décès d'un proche, par exemple. Ouais. Ici, on se retrouve peut-être dans le cas, justement, d'une annonce. Bien que l'événement auquel on a tendance à le relier ici, c'est-à-dire le décès qui survient 4 mois après, survient quand même relativement tard. Ouais. Mais on pourrait l'envisager, pourquoi pas. Renaud Évrard, que pensez-vous de cette piste? Oui, on peut l'envisager, mais c'est vrai que moi, ce qui m'impressionnait, c'était que comment on vient progressivement à ces phénomènes, comment finalement les premiers phénomènes attirent un peu l'attention, mais on arrive à cohabiter, on s'interroge pas plus que ça, il y a une relation imaginaire qui est mise en place, mais il n'y a pas d'extériorisation vers l'extérieur, vers le social,
pas d'expression finalement du phénomène. Le sens qu'il porte n'est pas mis à jour. Et donc il faut peut-être que le phénomène se trouve des voies originales, trouve des voies encore plus fortes, encore plus frappantes, pour qu'enfin on s'y intéresse vraiment et qu'on fasse une démarche. Il y a peut-être cette idée-là que le phénomène a une certaine autonomie, peut-être quelque chose vraiment à dire qui serait investi au fur et à mesure. Et donc pour moi, c'est il y a 4 ans déjà, ou même plus, que ça a commencé. Et donc je vois mal la coïncidence simplement avec le décès. Ah oui. C'est vraiment, il a fallu que le phénomène prenne de plus en plus d'ampleur pour que soit Michel, soit son épouse puissent extérioriser quelque chose de cette manière, quoi. Peut-être, oui. Ouais. Pierre Massias, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être. Michel, vous avez déménagé à la suite de ces événements, justement. Ben non, c'est surtout à la suite du décès du beau-père. Voilà. Parce qu'en fait, on a racheté la maison familiale, donc la maison que j'habite actuellement. Ouais. Et voilà, quoi. Mais bon, dans cette maison, rien ne se passe. Oui, tout va bien, là. Mais ce qui est intéressant en entendant aussi les autres auditeurs qui ont des histoires à raconter, c'est que c'est vrai quand on vit au milieu de ces événements-là, on les rationalise et en fait, finalement, on n'en parle pas. Dans le sens que pour nous, ça vient du normal quelque part. Et cet a priori à pouvoir le dire, mais je le comprends parce que c'est pas évident de dire à quelqu'un, effectivement, chez moi il se passe des événements et le plus souvent la réaction c'est soit quelqu'un qui va rigoler ou qui va se dire mais ce pauvre ami il est fou quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi et c'est vrai qu'en entendant les diverses émissions là que vous faites, etc. Je me suis dit, bah écoutez, et en plus par rapport à ces événements-là, je n'apportais pas beaucoup de crédit moi personnellement à ces événements-là, à part le coup du sac. Ouais. Et je me suis dit bon, je vais appeler Sud Radio et peut-être que ce sera intéressant de voir avec eux. Et c'est vrai que quand je vous ai raconté mon histoire, je vous ai dit pour moi ça me semblait vraiment quelque chose pas réellement d'extraordinaire quoi. Alors que ça l'est, la combustion spontanée du sac. Oui. Ça c'est. Oui, c'est clair que en entendant les divers témoignages, c'est sûr que là je me sensibilise plus, par exemple, au phénomène, de poltergeist. Mais je pense pas que j'avais poltergeist dans cet appartement. Je ne sais pas. Oui, moi je reviendrai juste un instant sur cette sensation de contact que vous avez eu de quelqu'un qui vous touchait. Ça a été un petit peu pareil avec Sylvie. Dans ce genre de situation de contact, ça peut parfois provenir de phénomènes de réveil. Ce sont des troubles du sommeil, des troubles entre guillemets. C'est au moment du réveil ou de l'endormissement où on est dans un état où on peut ressentir des contacts, où on peut ressentir il y a un phénomène très particulier qui est la paralysie du sommeil, où les gens peuvent avoir l'impression que quelqu'un s'assoit carrément sur eux pour les empêcher de bouger. Alors, pour cette partie-là spécifique de votre témoignage, on peut en tout cas envisager peut-être des phénomènes de cet ordre-là, c'est-à-dire... Non, excusez-moi, donc par contre au niveau du contact, il y avait deux phénomènes. Donc il y avait effectivement la nuit où j'ai l'impression, mais là par rapport à tout le corps, quoi. Mais c'était la journée le phénomène aussi de contact. Hein. J'ai l'impression sur le bras, des choses comme ça où j'avais l'impression de contact en pleine journée. Donc il n'y avait pas de phénomène d'endormissement, des choses comme ça, quoi. D'accord. Ouais. Peut-être des moments de relaxation. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ce serait intéressant de faire... Mais ce phénomène-là d'hyper-frisson, je n'en ai jamais pu, quoi. Comment dire, vous expliquer. Spontanément, j'avais comme une sensation avec un frisson qui parcourt tout le corps. Voilà, donc voilà le phénomène, comment je peux l'analyser. Et ce phénomène-là, je n'ai plus retrouvé depuis donc ces événements, quoi. D'accord. Merci en tout cas Michel de nous avoir rapporté ce témoignage. Merci à vous. Et puis bonne route, soyez prudents. Hein. Merci, au revoir. Merci beaucoup. 0826 300 300. Vous pouvez continuer à nous appeler. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Renaud Évrard et Pierre Massias dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous pouvez également nous contacter par SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace et vous rédigez votre commentaire, votre réaction, votre question. Vous l'envoyez au 71 200 et ça m'arrive directement sur l'ordinateur que j'ai sous les yeux. Donc
71 200 pour les SMS, 0826 300 300. En ce qui concerne vos témoignages, Hélène nous rejoint dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Je vous rappelle que si vous avez envie de réécouter une des émissions des aventuriers de l'étrange, je vous invite à les télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez les écouter ensuite sur votre lecteur MP3, sur votre iPod ou même sur l'ordinateur, comme vous le désirez, en vous rendant sur le site de Pierre Massias, qui est mon invité. Donc le site c'est psiland, psiland.org, psiland.org. Et là vous avez d'abord toute l'actualité concernant le monde des études scientifiques des phénomènes paranormaux, et vous avez toutes les émissions des aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006 jusqu'à celle de ce soir qui sera en ligne à partir de demain ou après-demain. Alors, nous avons Hélène qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir. Hélène, vous nous appelez de quelle région ? De l'Aude. Vous nous appelez de l'Aude. Eh bien, écoutez, avec Renaud Évrard et Pierre Massias, nous vous écoutons. Vous nous appelez parce que vous avez des soucis avec votre porte. Voilà. Enfin, avec une porte. Voilà. En fait, j'ai des problèmes avec ma porte principale, la porte d'entrée. Oui. Alors, c'est un appartement, une maison, décrivez-nous. C'est une maison. Oui. Il n'y a pas que la porte, parce que tous les jours, j'entends du bruit, et ça commence à m'agacer, puis ça m'énerve. Oui. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas croire que c'est des phénomènes étranges. Je veux croire que ça vient de la construction, vous voyez, de choses comme ça. Bon, déjà, c'est sain comme réaction. Comment ? C'est sain comme réaction. Oui. Déjà. Alors, décrivez-nous comment se sont produits les phénomènes au départ. Alors, au départ, quand j'ai acheté cette maison, dans les 40 maisons, il y a 40 maisons, hein. Oui. Et parce que je me suis renseignée, et je suis la seule à avoir ce bruit. C'est un bruit qui est très puissant au niveau de la porte. Hein. Et donc, moi, j'ai retenu l'heure. Hein. C'est entre 11h30, là, ça vient de le faire. Hein. Il est minuit moins le quart. Hein. C'est comme si qu'on frappait à la porte. Hein. Vous voyez ? De quelle manière ? Comme si quelqu'un avec le poing frappait sur la porte ? Ça fait paf. Donc, ce que j'ai fait, comme ma maison est garantie, j'en ai parlé donc au promoteur. Hein. La maison garantie, je lui ai dit voilà, j'ai un problème, la porte. Alors on m'a dit c'est peut-être un petit peu normal, comme j'habite en bordure de mer, ils m'ont parlé de, comment qu'on appelle ça, l'inhalation, là, je sais pas trop quoi. Je sais plus le terme qu'il m'a dit. Oui. Enfin, peu importe, un artisan est venu, il a regardé, il m'a dit tout est normal, les joints. J'ai fait faire venir un autre artisan, il m'a dit la même chose. Et j'étais très contente parce que j'avais appris qu'on allait changer nos portes principales de toutes les maisons. Oui. Parce qu'en fait, on avait la peinture qui partait des portes à cause de l'air marin peut-être. Etc. Oui. Donc j'étais très contente. On a des portes neuves maintenant depuis 8 mois. On n'a plus de problème de peinture qui part, mais moi j'ai toujours ce bruit. Alors, ce bruit, c'est un coup, une seule fois ? C'est une seule fois. Ça fait paf. Et chaque jour, à la même heure ? Tous les jours. Le bruit avant était très important. Le bruit a diminué. Oui. Mais il y a toujours le bruit. Moi, combien de fois j'ai eu des voisins, ils m'ont dit à quelqu'un, j'ai dit non, c'est la porte qui fait ça. Et c'est pas quelqu'un qui frappe à ma porte, puisque moi j'ai un radar de lumière automatique, vous voyez ? Oui, tout à fait. Quand vous venez dans l'allée, ça s'allume. Même un chat passe, ça se détecte. Hein. Oui. Donc, pour moi, ça vient de la construction. C'est pas possible hein, que ça soit un truc... Moi, je veux pas croire que c'est un truc étrange, quoi. Mais dites-moi, Hélène, là, par exemple, ça l'a fait tout à l'heure ? Alors là, ça l'a fait, j'ai regardé l'heure. Moi, j'ai minuit moins le quart sur mon... Ça l'a fait à minuit moins le quart. Hein. À 45, je sais pas quelle heure que vous avez. Il est 23h45. Voilà, il y a 3 minutes. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a 3 minutes. C'est tous les jours, hein. C'est tous les soirs à cette heure-ci. Et tous les soirs à cette heure-ci, vous avez droit à ce bruit. Voilà. Donc, je vous dis, hein, la porte, elle est toute neuve, comme tous mes voisins, et moi, j'ai toujours ce bruit. C'est pas normal que ma porte fasse du bruit avec une porte neuve. Ah bah non, surtout que la première... L'artisan qui est venu, il a regardé, je lui ai dit,
regardez les joints, un monsieur qui s'occupe des portes. Il a regardé les joints, il a tout regardé, il m'a dit tout est normal. Oui. Voilà, donc après il y a des bruits qui s'accumulent. Maintenant, il y a une nouveauté, il y a du bruit qui vient de la cuisine. C'est-à-dire? Ça fait paf, paf, paf. Alors vous savez, quand vous entendez ça à 3h du matin, Ah oui, effectivement. Oui, moi, oui. Ça m'énerve. Mais ces bruits qui viennent de la cuisine, par exemple, vous avez essayé d'identifier leur origine? Oui, parce que moi, je me suis approchée de la cuisine. Oui. Et je suis allée donc dans la cuisine pour localiser le bruit. Mm-hmm. Ça venait de la gazinière, vous voyez, du four. Oui. Et ça faisait paf, paf. Et ma cuisine, elle m'a pas fait ça il y a 3 ans. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Oui. Donc ce qui est étonnant, pour revenir au bruit de cette porte, ça le faisait. C'est normal qu'on a du bruit à la maison. C'est peut-être normal aussi. Bah écoutez, j'imagine que non. Enfin, si vous ne faites rien de particulier, c'est pas normal qu'il y ait du bruit de toute façon. Déjà. Ça c'est une première chose. D'accord. Et puis, ce qui est quand même surprenant et embêtant pour votre confort, puisque vous l'avez dit vous-même, ça vous agace et ça vous énerve, et ça on le comprend. Je pense Bien sûr que ça m'agace. Je serai comme vous. Ce qu'il y a, c'est que ça le faisait sur la porte d'entrée. On vous a changé la porte parce qu'on aurait pu dire c'était la porte, l'ancienne porte. Bon, il y avait un problème, voilà, etc. Oui. Mais là, elle a été changée et ça continue. Oui, en fait, elle a été changée parce que on avait rencontré des problèmes de peinture qui partait à cause du vent marin. Oui. Donc là, on a eu des portes toutes neuves, en alu. Oui. Au niveau de la peinture, maintenant, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, le jour même, j'ai eu le bruit. Le soir même, vous avez eu le même bruit? Oui, le soir même. D'accord. Et est-ce que, par hasard, avant que vous n'habitiez... Alors, je vous explique, monsieur. Oui. Il y a un expert qui va encore revenir chez moi. Pour ce bruit-là encore, Oui, moi, j'ai déposé plainte. Je vous dis franchement, j'ai déposé plainte. Vous avez bien fait, déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai déposé plainte. Il y a un expert qui va venir. Oui. C'est-à-dire que c'est un expert qui a été... mandaté, je suppose. Par un juge, voilà. Voilà, Il va venir le 14 février. Je veux faire constater toutes les malfaçons. Et je veux comprendre ce problème de ma porte. Pour moi, c'est pas normal. Je sais pas à quoi c'est dû. Moi, je veux pas croire que c'est un truc de phénomène étrange. Voilà. Renaud Évrard, que pensez-vous? Déjà, je trouve que, Hélène, vous avez une démarche qui est saine, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, le dépôt de plainte me semble une bonne chose, etc. Alors, le même bruit. Oui. Alors, toujours la porte. Là, c'est 4h du matin. Mais là, c'est un bruit, monsieur, ça me fait sursauter. Ça me fait sursauter. Un bruit qui vient d'où? Toujours dans la porte? De la porte principale. Oui. Mais c'est un bruit, mais c'est énorme. Je sais pas, c'est peut-être les joints, je peux pas vous dire. On me dit que non. Moi, je ne pense pas non plus, mais enfin. Me faites pas peur, parce que je suis toute seule chez moi. Non, je veux pas vous inquiéter, pas du tout. D'accord. Mais en revanche, je trouve que vous avez une démarche qui est très saine d'essayer de comprendre ce qui se passe. Renaud, que peut-on dire pour rassurer Hélène éventuellement? Qu'elle a une démarche tout à fait rationnelle, même si aller aux aventuriers de l'étrange pour ne pas avoir une explication étrange, ça reste une démarche rationnelle, tout à fait. Et je pense là que la démarche doit être poussée, il faut vraiment faire appel à des spécialistes, à des experts, parce que le problème comme ça, aussi récurrent, aussi simple dans sa présentation, me semble être un problème mécanique, même si je ne peux pas en juger d'ici. Je pense qu'il y a des personnes plus formées que moi et je cède tout de suite la parole à Pierre Massias, qui aura sûrement des meilleurs conseils techniques. Pierre, puisque tu es technicien en bâtiment. Oui, moi je me recycle. Non, en tout cas, on peut dire à Hélène qu'elle a eu une excellente démarche et c'est en fait ce qu'on peut conseiller à toute personne qui va entendre des bruits bizarres, qui va vivre des phénomènes des bruits comme ça, dans les murs, des bruits au plafond éventuellement. C'est une très bonne démarche de porter plainte et ainsi de générer une investigation tout à fait conventionnelle des lieux. Oui. C'est vraiment très important. C'est une démarche importante. C'est après ce type d'investigation qu'on va pouvoir éventuellement
s'adresser à des parapsychologues, enfin gens. Mais d'abord, il faut faire les démarches que fait Hélène, quoi, tout simplement. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Hélène, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais est-ce que il y aurait pas un problème puisque de dilatation, vous savez, la maison chauffe durant la journée. Justement, c'est ce que voilà, dilatation. Et elle refroidit le soir, et forcément, la porte étant à une jointure, la porte elle-même, toute la porte étant un joint entre le sol, les deux murs et le plafond, peut-être que en refroidissant, ça produit ce phénomène de bruit à peu près à la même heure, parce que elle refroidit à peu près à la même heure la maison, quoi. Vous voyez, non? Non, d'accord. On m'avait parlé de dilatation, comme vous dites. Ouais. Je suis la seule à avoir ce bruit. Mon voisin ne l'a pas. Personne l'a. Mais là, vous pouvez... La porte, elle a été changée. Et c'est les mêmes maisons. Oui, mais vous êtes orienté différemment, vous êtes placé différemment, pas sur le même terrain, etc. peut-être. Ceux de mon côté et ceux qui sont même le plus près de la mer n'ont pas ce problème. N'ont pas ce problème. Il y a que moi qui ai ce problème. Oui. Il y a que moi qui a du bruit dans ma maison. Ouais. Si c'est pas la porte, c'est la cuisine. Si c'est pas la cuisine, c'est la commode de ma chambre. Parce que j'ai localisé le bruit. Et le même type de bruit? Vous avez déjà ouvert un tiroir d'une commode, vous avez vu le bruit, hein? Oui. Mais j'ai ce bruit-là aussi dans ma commode, dans ma chambre. De temps en temps, ça me le fait aussi. Hein. Ouais. Et est-ce que vous avez vécu Il y a tout le temps des craquements, il y a tout le temps du bruit. Oui. Et ça se passe toujours le soir. Oui, quand la maison se refroidit. Oui, mais là, on est en hiver, là. Non, mais là, il faut faire attention à quelque chose qui est assez courant. C'est à partir d'un phénomène de base, on va ramener à ce phénomène de base plein d'événements épars, pas forcément en relation avec le phénomène central, je dirais. Chez moi, j'entends aussi craquer le bois, j'entends un paf de temps en temps dans ma bibliothèque. Ouais. Ça n'a rien d'inquiétant, c'est le changement de température. Ouais. Ça n'a vraiment... Ou d'hydrométrie aussi également. D'hydrométrie, enfin ça n'a vraiment rien d'inquiétant. Je vais pas. De toute façon, pour moi, c'est ce que vous dites, hein. Comment ça pour vous? Pour moi, c'est un problème. Pour moi, ça sera toujours un problème. Ça vient de la porte, le bruit. C'est pas un truc de phénomène étrange. Hein. Ah oui. Non, là, vraiment pas. Hein. Mais ça ne vient pas forcément de la porte elle-même. Je veux dire par là que très souvent la plupart du temps dans ce genre de cas, on va s'intéresser aux sources d'eau, au passage d'eau souterrain. Soit un cours d'eau qui passe sous la maison, et ça peut créer justement une situation particulière. Votre maison et pas celle d'à côté. Soit éventuellement une canalisation ou des conduites d'eau genre canalisation dans la roche, c'est-à-dire des endroits où on a des cavités. Il peut y avoir à des moments de transfert de masse d'eau un phénomène de cavitation qui va justement éventuellement dans la maison provoquer des bruits. Les bruits que vous nous dites au niveau de la porte, c'est peut-être pas au niveau de la porte, mais au niveau, dans ce coin-là, je dirais, mais par rapport au mur ou ou dans la porte, quelle qu'elle soit, on pourra avoir une sorte de bang généré par la cavitation d'un transfert d'eau souterrain. Alors, peut-être qu'il faudrait chercher sous la maison une canalisation quelconque dans laquelle il y aurait ce transfert d'eau à heure spécifique, à heure précise. On ouvre les vannes tous les soirs à 23h45 et puis tous les soirs, il y a le phénomène de cavitation et le bang. Et ça peut apparaître sur d'autres objets de la maison, dans la mesure où les objets ils sont pas complètement durs, complètement statiques, ils vont évoluer dans le temps. Avec l'hydrométrie, avec les températures, etc. Ils vont vieillir, c'est-à-dire que la structure même des objets va être modifiée un petit peu, ou plus sensible au fil du temps. Ce qui fait qu'au début, vous n'aviez pas de bruit, et au fil du temps, après 3 ans, votre gazinière, parce que vous l'avez déplacée un certain nombre de fois, parce que vous l'avez utilisée un certain nombre de fois, elle est devenue plus sensible à ce phénomène de cavitation. Le bruit, ça vient de la cuisine, je veux dire. Côté cuisine. Mais là, c'est pas le même bruit que la porte.
Ça fait le même bruit parce que c'est pas généré par le même objet. Oui, voilà, c'est la source du bruit, la cause du bruit peut être de la même source. Enfin, je veux dire que c'est pénible quand on sait pas trop. Ah, tout à fait. Mais c'est là où il est très intéressant de faire appel à un expert qui va pouvoir. Il vient le 14 février. Ça c'est une bonne chose. Il va pouvoir regarder la maison et regarder ce qui se passe dans la maison, mais il faudra peut-être aussi qu'il pense à regarder, à s'intéresser à ce qui se passe sous la maison. Voilà. Hélène, en tout cas, puisque vous nous avez dit que l'expert passe chez vous le 14 février, je vous invite évidemment à nous tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe. Et s'il ne trouve pas de solution, si après toutes les expertises possibles, ce bruit persiste, eh bien à ce moment-là, il sera temps d'envisager évidemment d'autres hypothèses, mais pas avant. Pierre, je crois que c'est la meilleure solution. Tout à fait. D'abord le passage d'une expertise, tout à fait normale. Il y a même éventuellement d'autres étapes avant d'arriver à une notion de paranormal. Renaud Évrard, avant que l'on se quitte, j'aimerais que vous nous donniez quelques nouvelles du bulletin métapsychique. Eh bien voilà, il est sorti, le premier bulletin métapsychique monté par des étudiants de JMI, donc encadré par des membres du comité directeur de l'IMI. Eh ben, on a pas mal de commandes, on est assez contents, on aimerait encore en avoir plus pour diffuser, en faire parler. Ça coûte donc 6,60 € et il suffit d'écrire, de donner un chèque au nom de l'Institut Métapsychique International. Et ensuite, le bulletin vous est envoyé. Donc l'adresse de l'Institut, c'est 51 rue de l'Aqueduc à Paris. 51 rue de l'Aqueduc à Paris. Dans le 11e. Dans le 10e arrondissement. 10e. Et donc voilà, ça peut lancer une nouvelle réflexion en France, et puis faire connaître des travaux qui sont peu connus et permettre à des personnes de s'exprimer. Voilà. Magnifique, on va faire ça. Merci beaucoup Renaud Évrard. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre gentillesse et votre disponibilité, et puis rendez-vous dans les Aventuriers de l'étrange très bientôt. J'espère. Au revoir et bonne soirée. Merci Pierre. Une précision, les deux émissions, celle d'hier concernant le livre extraordinaire de Jean-Pierre Jourdan qui s'intitule Deadline, d'ailleurs c'est le titre du livre. La maison d'édition, c'est les 3 Orangers, je vous le dis parce que on a eu pas mal d'appels au standard au 0826 300 300 pour voir les références du livre. On peut aller sur ton site psyland.org et on retrouve les coordonnées du livre. Voilà, en même temps que la possibilité de télécharger l'émission, on trouvera la référence aussi au site de Jean-Pierre Jourdan, la référence même à un site d'achat du livre directement. Parfait, magnifique. Donc, rendez-vous sur psyland.org, psyland.org pour réécouter cette émission à partir de mardi. Ce week-end sera en ligne à partir de mardi. Oui, on va dire mardi. Voilà. Celle donc de samedi et celle de dimanche. Merci Pierre. Bonsoir Louis. À très bientôt. Bonsoir à tous. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h à minuit. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. C'est ainsi que se terminent les aventuriers de l'étrange. On se retrouvera la semaine prochaine, samedi et dimanche. Attention, samedi prochain, comme hier soir, nous allons, mais là c'est sûr, puisque hier il y a eu prolongation, donc bon, on pouvait pas le prévoir. Nous commencerons l'émission aux alentours de 22h40, 45, 1 heure d'émission pour cause de rugby samedi prochain. Et en revanche, émission entière dimanche soir, 22h jusqu'à minuit. Je suis à la recherche de témoignages de personnes qui sont superstitieuses. Si vous avez une superstition ou plusieurs, si vous êtes superstitieux et qu'il vous semble que ça a une réelle efficacité dans votre vie, bien écoutez, votre témoignage m'intéresse pour dimanche prochain. Vous n'hésitez pas à nous laisser un message au 0826 300 300 ou un message sur le biais de notre boîte mail étrange au singulier, étrange sans s, @sudradio.fr. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui m'épaule pour la construire. Et puis rendez-vous évidemment samedi et dimanche prochain. En attendant, merci d'être si nombreux pour écouter cette émission et Sud Radio en règle générale. Bonne semaine et bonne nuit.